Bonjour à tous. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire pour nous dire d'où vous venez et à quelle heure vous regardez cette vidéo. Ainsi, YouTube continuera à vous proposer des histoires comme celle-ci. Maintenant, Kamenkans. Ma sœur me suppliait depuis des mois de lui rendre visite, et j'avais toujours trouvé une excuse pour éviter ce voyage. Mais en octobre 2024, un vendredi soir, la culpabilité a finalement eu raison de moi. J'ai chargé ma Subaru Outback avec un sac pour la nuit et une glacière remplie de ses bières artisanales préférées, puis j'ai pris la route pour les 4 heures de trajet entre Nashville et Knoxville. Je travaillais comme technicienne vétérinaire dans une clinique près de l'université Vanderbilt. Les longues heures de travail m'épuisaient, me laissant à peine assez d'énergie pour une vie sociale. La plupart de mes amis de promo étaient déjà mariés, avec des hypothèques et des enfants, tandis que je louais encore un petit appartement et passais mes week-ends à rattraper mon sommeil. Ce vendredi-là, j'étais parti plus tard que prévu à cause d'un berger allemand admis en urgence pour une occlusion intestinale. Je refusais de partir avant qu'il ne soit stabilisé. Quand j'ai enfin pris l'autoroute I-40 en direction de l'Est, le soleil s'était déjà couché derrière les collines, et le ciel avait pris cette teinte violette contusionnée qui me poussait toujours à accélérer un peu. J'ai augmenté le chauffage et me suis dit que j'arriverais chez Candace avant minuit. La première heure s'est déroulée sans incident. J'écoutais un podcast sur une affaire criminelle non résolue, une histoire de femme disparue dans l'Ohio. Je me souviens avoir pensé à quel point il était étrange de trouver du réconfort dans les tragédies des autres. Après Cookeville, la circulation s'est raréfiée, et bientôt, j'étais l'une des 3 seules voitures visibles dans les 2 sens. Le Tennessee a cette façon de vous engloutir une fois que vous quittez les villes. Les collines se dressent de chaque côté comme des épaules voûtées contre le froid, et les arbres se pressent si près de la route que mes phares ne captaient que de l'écorce et des ombres. Je me suis arrêté dans une station-service vers 20h30 pour faire le plein et prendre un café. La caissière, une femme à l'air épuisée avec un tatouage de crucifix au poignet, m'a prévenu qu'il y avait des alertes de brouillard après le kilomètre 80. Je l'ai remerciée, j'ai fait le plein et suis reparti sans y penser davantage. Mes rétroviseurs ne reflétaient que l'obscurité derrière moi, et je n'avais aucune raison de croire que cela changerait. 15 minutes après avoir quitté la station, j'ai remarqué des phares apparaître dans mon rétroviseur. Rien d'anormal en soi. Beaucoup de gens empruntent l'I-40 la nuit, surtout des routiers ou des familles cherchant à avancer pendant que les enfants dorment. Mais ces phares étaient différents. Ils se sont approchés à une vitesse folle, bien trop rapide, puis se sont stabilisés à environ 3 mètres de mon pare-choc. Des phares puissants, du genre qui inondent toute votre voiture de lumière blanche et transforment vos rétroviseurs en armes contre vos propres yeux. J'ai incliné le rétroviseur pour atténuer l'éblouissement et ai plissé les yeux vers les rétroviseurs latéraux, essayant de distinguer la forme du véhicule. Cela ressemblait à un vieux pick-up, un modèle ancien surélevé sur son châssis. J'ai tapoté mes freins à plusieurs reprises, le signal universel pour dire « recule », mais le pick-up n'a pas ralenti. Au contraire, il s'est rapproché. Je pouvais sentir la chaleur de ses phares dans ma nuque comme une pression physique. Je me suis dit que ce n'était qu'un local impatient qui voulait que j'accélère ou que je me rabatte. Je roulais à 110 km/h dans une zone limitée à 105 km/h, ce qui aurait dû suffire à quiconque. La voie de droite était libre, complètement dégagée. Pourtant, ce pick-up refusait de me doubler. Il restait là, à quelques centimètres de mon pare-choc, ses phares puissants me transperçant le crâne. J'ai accéléré à 120 km/h, puis à 130 km/h, regardant mon compteur grimper tandis que le pick-up me suivait parfaitement. Mon cœur a commencé à battre plus fort. J'ai vérifié mon téléphone et vu une seule barre de réseau, à peine suffisante pour envoyer un SMS. La prochaine sortie était à 22 km, selon le dernier panneau que j'avais vu. Je me suis rabattu sur la voie de droite, ralentissant délibérément, donnant au pick-up toutes les occasions de me doubler et de disparaître dans la nuit. Au lieu de cela, il s'est placé sur la voie de droite derrière moi. Même distance, même lumière aveuglante. C'est alors que la première vraie vague de peur m'a transpercé. J'ai compris que le conducteur de ce pick-up ne cherchait pas à me doubler. Il me suivait. J'ai attrapé mon téléphone et essayé de composer le 911, mais l'appel n'a pas abouti. L'écran affichait simplement une roue de chargement, cherchant un signal qui n'existait pas dans ces zones mortes entre les antennes. J'ai jeté le téléphone sur le siège passager et saisi le volant à 2 mains, les jointures serrées, l'esprit tournant à toute vitesse pour trouver une solution. L'autoroute s'étendait devant moi en une longue ligne droite, sans sortie, sans station-service, rien que des glissières de sécurité et des arbres, et de temps en temps un panneau kilométrique reflétant mes phares. Puis le pick-up a accéléré. Je l'ai vu se déplacer sur la voie de gauche, le moteur rugissant assez fort pour que je l'entende malgré le bruit de ma propre voiture.
Pendant une seconde pleine d'espoir, j'ai cru que le conducteur s'était enfin lassé et avait décidé de me doubler. Mais le pick-up ne m'a pas doublé. Il s'est placé à ma hauteur, ajustant sa vitesse à la mienne. Puis il a commencé à dériver vers ma voie. Pas vite, lentement et délibérément, comme un prédateur testant la réaction de sa proie. J'ai brusquement tourné le volant vers la droite et entendu mes pneus mordre la bande rugueuse de l'accotement. Cette vibration violente a secoué tout le châssis de ma voiture. Le pick-up s'est replacé sur la voie de gauche et j'ai repris le contrôle, haletante, essayant de garder ma voiture centrée sur la route. Mon rétroviseur latéral a capté un aperçu du conducteur pendant une seconde, alors que nous passions sous un lampadaire. Un homme, les épaules larges, une casquette de baseball enfoncée bas sur la tête. Je ne pouvais pas voir son visage, seulement sa silhouette penchée en avant sur son volant. Le pick-up est revenu derrière moi, reprenant sa position à quelques centimètres de mon pare-choc, et j'ai réalisé qu'il jouait avec moi, testant mes réactions, voyant comment je réagissais sous pression. J'avais déjà eu affaire à des conducteurs agressifs, des incidents de rage au volant où quelqu'un vous coupe et vous hurle des obscénités par la fenêtre. Mais c'était différent. Il n'y avait pas de colère ici, pas de klaxon, pas de doigt d'honneur, juste ce pick-up dans mes rétroviseurs comme un animal patient attendant son moment. J'ai appuyé sur l'accélérateur et poussé ma Subaru à 140 km/h, regardant l'aiguille du compteur grimper dans une zone que je n'avais jamais atteinte sur une autoroute sombre. Le pick-up m'a suivi. 145 km/h. Le pick-up m'a suivi. J'étais à court de vitesse et à court d'idées. Un panneau est apparu dans mes phares, annonçant une sortie dans 3 km. Une ville appelée Granton, dont je n'avais jamais entendu parler. J'ai pris une décision en une fraction de seconde et suis resté sur la voie de droite, attendant le dernier moment avant de tourner brusquement vers la bretelle de sortie. Mes pneus ont hurlé contre l'asphalte alors que je prenais le virage trop vite, et j'ai senti ma voiture pencher dangereusement, le côté passager se soulevant légèrement avant de retomber brutalement. Dans mon rétroviseur, j'ai vu le pick-up dépasser la sortie, ses feux stop s'allumant en rouge dans l'obscurité alors qu'il essayait de ralentir. Une vague de soulagement m'a submergé. Je l'avais semé. J'avais vraiment réussi à le semer. La bretelle m'a déposé sur une route départementale à 2 voies, entourée de terres agricoles et de maisons éparpillées dont les lumières des porches brillaient au loin. Je me suis garé sur le parking d'un magasin d'aliments pour animaux fermés et éteint mes phares. Assise là dans le noir, moteur tournant, essayant de reprendre mon souffle. Tout mon corps tremblait. J'ai ramassé mon téléphone et vu 2 barres de réseau, assez pour passer un appel. J'allais composer le 911 quand des phares sont apparus en haut de la bretelle. Le pick-up avait fait demi-tour. Je ne sais pas comment. Peut-être y avait-il un retournement quelque part sur l'autoroute. Ou peut-être avait-il roulé à contresens sur l'accotement. Peu importait. Ce qui comptait, c'était que ces phares descendaient la bretelle, avançant lentement, balayant la route comme des projecteurs. J'ai mis ma voiture en marche et suis sorti du parking sans allumer mes phares, utilisant la faible lueur de la lune pour me guider. La route départementale serpentait à travers des champs et des granges anciennes, et je roulais aussi vite que j'osais dans une obscurité presque totale, vérifiant mes rétroviseurs toutes les quelques secondes. Les phares du pick-up sont réapparus derrière moi environ 30 secondes plus tard. Il m'avait vu. Il savait dans quelle direction j'étais parti, et puis il a fait quelque chose qui a failli me faire quitter la route. Il a éteint ses phares, lui aussi. Maintenant, nous roulions tous les deux à l'aveugle. 2 formes sombres filant à travers la nuit du Tennessee, et j'ai compris avec une clarté horrible ce qu'il essayait de faire. Il voulait que je le perde de vue. Il voulait venir à ma hauteur sans avertissement, me pousser hors de la route quand je ne le verrais pas arriver. Je n'étais plus seulement suivi. J'étais traqué. J'ai rallumé mes phares parce que je n'avais pas le choix. La route devant moi tournait brusquement, et je ne pouvais pas la négocier à l'aveugle. Pas à cette vitesse. Pas avec mon cœur battant si fort que je le sentais dans mes dents. Au moment où mes phares se sont allumés, j'ai vu le pick-up dans mon rétroviseur latéral. Il s'était glissé dans mon angle mort, peut-être à 5 mètres derrière moi et sur la gauche, complètement invisible jusqu'à cet instant. Si j'avais essayé de changer de voie, il m'aurait percuté. Si j'avais ralenti, il aurait été sur moi. J'ai hurlé, littéralement hurlé dans ma voiture, et j'ai enfoncé l'accélérateur. La Subaru a bondi en avant et j'ai pris le virage bien trop vite, sentant l'arrière de ma voiture déraper sur le gravier de l'accotement avant que les pneus ne reprennent l'adhérence. Le pick-up a légèrement reculé, mais pas beaucoup. Je pouvais voir sa silhouette dans mon rétroviseur. Cette forme sombre contre le ciel encore plus sombre, me suivant comme un loup courant à côté d'un cerf blessé. Une boîte aux lettres a défilé sur ma droite, puis une autre, et j'ai réalisé que je traversais une sorte de quartier rural. Les maisons étaient en retrait de la route, derrière de longues allées, leurs fenêtres sombres, leurs occupants endormis et ignorants du cauchemar qui se déroulait sur la route devant chez eux.
J'ai pensé à me garer dans l'une de ces allées, à klaxonner, à supplier quelqu'un de m'aider, mais je savais que cela signifierait m'arrêter, et m'arrêter signifiait lui donner exactement ce qu'il voulait. Si je sortais de ma voiture, j'étais morte. Je le savais avec une certitude qui me glaçait le sang. Alors, j'ai continué à rouler, scrutant la route devant moi à la recherche du moindre signe de civilisation, d'une station-service ou d'un poste de police, ou de n'importe quel endroit avec des gens, des lumières et des témoins. Mon téléphone a vibré sur le siège passager, et je l'ai attrapé sans regarder, appuyant sur le bouton du haut-parleur. C'était Candace qui appelait pour me demander où j'étais. J'ai commencé à parler avant qu'elle ne termine sa phrase. Les mots se bousculaient, lui disant que quelqu'un me suivait, que quelqu'un essayait de me pousser hors de la route. Je ne savais pas où j'étais. J'avais besoin d'aide. J'avais besoin de la police. Elle est restée silencieuse une seconde, puis sa voix est revenue, nette et concentrée. Elle m'a dit de rester en ligne. Elle appelait le 911 depuis son téléphone fixe. Continuer à rouler. Continuer à lui parler. Lui dire chaque panneau que je croisais. Je n'avais jamais autant aimé ma sœur qu'à ce moment-là. J'ai lu chaque panneau que je pouvais voir. Route Departmental 114. Un panneau kilométrique avec un numéro que je distinguais à peine, une vieille affiche délavée annonçant un réveil religieux de 3 ans plus tôt. Candace me répétait tout, le transmettant à l'opérateur du 911 sur son autre téléphone. Le pick-up est resté derrière moi, proche mais sans réduire l'écart, comme s'il attendait quelque chose. Puis j'ai vu des lumières devant moi, non pas des phares, mais des lumières fixes, celles qui signifiaient un bâtiment, une entreprise, autre chose que des champs vides. En m'approchant, j'ai pu distinguer la forme d'une grande structure avec un parking. Et mon cœur a failli exploser de soulagement quand j'ai reconnu ce que c'était. Une station de pesée pour camions, avec un petit bâtiment de bureau et ses lumières fluorescentes qui restent allumées toute la nuit. Il y avait un semi-remorque garé sur le parking, sa cabine sombre, mais sa présence signifiait probablement que quelqu'un dormait à l'intérieur. Je me suis garé sur ce parking à 100 km/h et j'ai freiné si fort que la ceinture de sécurité m'a coupé la poitrine. J'ai ouvert ma porte et couru vers le bâtiment du bureau, hurlant à l'aide, ne me souciant pas de l'air fou que je devais avoir, ayant juste besoin d'entrer, de mettre des murs entre ce conducteur et moi. Le pick-up m'avait suivi sur le parking. J'ai entendu son moteur derrière moi, le crissement du gravier sous ses pneus, puis j'ai entendu autre chose. Des sirènes, lointaines, mais se rapprochant. Ce son magnifique coupant l'air de la nuit. Le pick-up s'est arrêté. Je me suis retourné, debout dans la lumière, devant le bureau de la station de pesée. Et j'ai regardé le conducteur. Je ne pouvais toujours pas voir son visage, juste cette silhouette derrière le pare-brise, cette forme qui m'avait traqué pendant les 20 dernières minutes. Il est resté là peut-être 5 secondes, moteur au ralenti, et je savais qu'il me regardait. Je pouvais sentir ses yeux même si je ne les voyais pas. Puis il a passé la marche arrière, est sorti du parking et a disparu sur la route dans la direction opposée. Le conducteur du semi-remorque s'était réveillé et sortait de sa cabine, me demandant ce qui n'allait pas. Je me suis simplement effondré contre le mur du bâtiment, en pleurs. La police est arrivée environ 4 minutes plus tard. Ils m'ont trouvé toujours assise là, tremblante, essayant d'expliquer ce qui s'était passé tandis que Candace restait en ligne avec moi tout le temps. Ils ne l'ont jamais attrapée. J'ai donné aux policiers tout ce dont je me souvenais. Un pick-up sombre, un vieux modèle, peut-être un Ford ou un Chevy des années 90. Conducteur masculin, grande carrure, casquette de baseball. Pas de plaque d'immatriculation, car je n'avais jamais eu une vue claire dans le noir. Ils ont diffusé un avis de recherche, fouillé les routes environnantes, vérifié les caméras de surveillance aux sorties de l'autoroute, mais le pick-up avait disparu comme s'il n'avait jamais existé. Un détective m'a appelé 2 semaines plus tard pour me dire qu'ils avaient trouvé 3 autres signalements de femmes décrivant des incidents similaires sur ce même tronçon de LI 40 au cours de l'année écoulée. Les mêmes tactiques, phares puissants, collage, tentative de me pousser hors de la route. Aucune d'elles n'avait relevé la plaque. Aucune n'avait pu identifier le conducteur. Il était toujours là, a dit le détective, et tout ce qu'il pouvait faire, c'était augmenter les patrouilles et espérer que quelqu'un aurait assez de chance pour le surprendre en flagrant délit. Ce mot m'a marqué, chance. Comme si survivre n'était qu'une question de hasard. Je vais toujours rendre visite à Candace à Knoxville, mais je ne prends plus jamais cette route. J'ajoute 1 heure à mon trajet en passant par Chattanooga, et je pars toujours le matin, quand le soleil est haut et les routes pleines de voitures. Parfois, la nuit, quand je rentre du travail et que des phares apparaissent dans mon rétroviseur, je sens ma poitrine se serrer et ma prise sur le volant blanchir. Ça ne dure qu'1 seconde avant que je ne me rappelle que je suis en sécurité, que je suis en ville, que chaque paire de phares n'appartient pas à lui. Mais une partie de moi, c'est que je ne cesserai jamais de vérifier mes rétroviseurs. Une partie de moi est toujours sur cette route sombre du Tennessee, toujours en train de courir,
toujours en attente du moment où ces phares réapparaîtront et où la chasse recommencera. Je pense parfois aux autres femmes, celles qui ont signalé des rencontres similaires, et je me demande combien d'autres n'ont jamais rien dit. Je me demande si certaines n'ont pas eu autant de chance que moi. Et je me demande, chaque fois que je prends le volant après la tombée de la nuit, si ce soir est celui où il trouvera quelqu'un d'autre. La vente d'équipements d'irrigation peut sembler ennuyeuse, mais ce travail vous emmène dans des endroits que la plupart des gens ne voient jamais. Mon territoire couvre les zones rurales du Missouri, de l'Arkansas et certaines parties de l'Oklahoma. Des régions agricoles où le Walmart le plus proche peut se trouver à 60 km et où les antennes de téléphone portable sont plus une suggestion qu'une garantie. J'avais obtenu mon diplôme d'un petit collège du Kansas en 2015. 8 ans plus tard, j'avais gravi les échelons jusqu'à devenir responsable de comptes régionaux, ce qui signifiait surtout que je passais plus de temps sur la route qu'à la maison. Ce mercredi-là, à la fin du mois de mars 2023, j'avais terminé ma dernière réunion de la semaine dans une ville appelée Pocahontas, en Arkansas, un petit endroit endormi avec un seul feu tricolore et un dîner qui servait le meilleur steak pané que j'ai jamais goûté. Mon GPS indiquait 2 itinéraires pour retourner à mon motel à Jonesboro, l'autoroute principale, qui prendrait 1h40, ou une série de routes départementales traversant des zones agricoles, promettant de gagner presque 40 minutes. J'étais épuisé. Mon dos me faisait souffrir après 3 nuits passées sur des matelas de motel bon marché, et tout ce que je voulais, c'était une douche chaude et une bière fraîche. Le raccourci semblait être le choix évident. J'ai pointé ma voiture de location, une Chevrolet Malibu blanche qui sentait comme si quelqu'un y avait fumé pendant une décennie, vers le soleil couchant et me suis engagé sur l'étendue de terre la plus vide que j'ai vue depuis des années. La première demi-heure a été paisible d'une manière que les citadins ne comprennent jamais vraiment. Les champs s'étendaient dans toutes les directions, bruns et gris avec les chaumes du début du printemps, attendant que la saison des semailles leur redonne vie. La route était étroite, à peine assez large pour que 2 voitures se croisent sans que l'une d'elles ne doive empiéter sur l'accotement en gravier, et l'asphalte était fissuré et réparé à une douzaine d'endroits. J'ai croisé peut-être 3 fermes en tout, toutes situées loin de la route, avec de longues allées en terre et des boîtes aux lettres rouillées penchées à des angles étranges. Aucune autre voiture, pas une seule. Le soleil continuait de descendre, transformant le ciel en bandes d'orange et de violet, et j'ai ouvert ma vitre pour laisser entrer un peu d'air frais du soir, car le chauffage de la Malibu était bloqué en position maximale. Mon téléphone avait perdu le réseau environ 15 minutes après avoir quitté Pocahontas, et la radio n'émettait que des grésillements. J'ai donc roulé en silence, rien que moi, le bourdonnement du moteur, et de temps en temps, un corbeau s'envolant d'un poteau alors que je passais. Je me souviens avoir pensé à quel point c'était isolé, à quel point c'était éloigné de tout ce qui ressemblait à la civilisation. À ce moment-là, cela semblait presque méditatif, apaisant. Je n'avais aucune idée que quelqu'un m'observait, me regardant m'enfoncer dans ce vide, comptant les minutes jusqu'à ce que j'atteigne leur piège. J'ai vu la première branche environ 40 minutes après le début du trajet. C'était une grosse branche, d'environ 20 cm de diamètre et de 4 mètres de long, posée en diagonale sur la route. L'écorce était encore pâle là où elle s'était détachée de l'arbre, et quelques bourgeons verts s'accrochaient aux plus petites ramilles. Elle semblait fraîche, comme si elle était tombée au cours des 2 derniers jours. Nous avions eu des vents forts plus tôt dans la semaine, donc cela ne m'a pas semblé inhabituel. J'ai ralenti la Malibu jusqu'à une vitesse d'escargot et ai étudié l'obstacle. Il y avait juste assez de place sur l'accotement droit, où l'asphalte cédait la place à de la terre battue et à du gravier, pour contourner la branche sans tomber dans le fossé de drainage peu profond de l'autre côté. J'ai doucement dirigé la voiture sur le côté, sentant les pneus crisser sur les pierres détachées, et j'ai passé la branche sans problème. Alors que je me remettais sur la route et accélérais, j'ai jeté un coup d'œil dans mon rétroviseur, presque par habitude. La branche était là, dans la lumière déclinante, une forme sombre sur le gris de la chaussée, devenant de plus en plus petite à mesure que je m'éloignais. J'ai pensé m'arrêter pour la déplacer hors de la route. Un agriculteur avec une remorque pourrait ne pas la voir à temps, mais j'étais fatigué et la lumière du jour s'éteignait rapidement. Je me suis dit qu'un local s'en occuperait. J'ai continué à rouler. Cette décision, cet acte de paresse, est peut-être la seule raison pour laquelle je suis encore en vie aujourd'hui. 3 ou 4 minutes ont passé. Je venais de franchir une petite montée sur la route, l'un des rares changements d'altitude dans ce paysage plat comme une crêpe, quand quelque chose m'a poussé à regarder à nouveau dans le rétroviseur. Je ne peux pas expliquer pourquoi. Appelez cela de l'instinct, de la paranoïa, appelez cela comme vous voulez. Mais j'ai regardé, et ce que j'ai vu m'a glacé le sang. 2 silhouettes se tenaient sur la route derrière moi, là où se trouvait la branche. Elles étaient peut-être à 300 mètres, mais je pouvais les voir clairement dans les derniers rayons du coucher de soleil. 2 hommes, tous 2 vêtus de vêtements sombres, et ils traînaient quelque chose sur l'asphalte. Il m'a fallu une seconde pour comprendre ce que je voyais, puis j'ai réalisé.
Il replaçait la branche au milieu de la route, non pas sur le côté, mais en travers, bloquant complètement le passage. Je les ai regardés la positionner, les ai vus reculer pour examiner leur travail, puis les deux se sont retournés et ont regardé dans ma direction. Je ne sais pas s'ils pouvaient me voir les observer dans mon rétroviseur, mais j'ai eu l'impression que oui. J'ai eu l'impression qu'ils savaient exactement où j'étais et exactement ce que je faisais. Mon pied a appuyé sur l'accélérateur sans que mon cerveau ne prenne consciemment cette décision, et la Malibu a bondi en avant. Le compteur de vitesse est passé de 60 à 80 à 100 km/h. Je devais m'éloigner d'ici. Je devais trouver une route principale, une autre voiture, une ferme avec des lumières allumées, n'importe quoi. Le GPS de mon téléphone était inutile sans réseau. Mais avant de perdre la connexion, il avait montré cette route continuant tout droit pendant encore 10 km avant de croiser une route départementale plus large. 10 km. À 100 km/h, cela faisait 6 minutes. Je pouvais tenir 6 minutes. J'ai serré le volant si fort que mes jointures ont blanchi et j'ai gardé les yeux rivés sur la route devant moi, scrutant le moindre signe de civilisation, la moindre indication que j'approchais de la sécurité. Les champs défilaient de chaque côté, plus sombres maintenant que le soleil glissait sous l'horizon, et les phares de la Malibu se sont allumés automatiquement, découpant deux faisceaux pâles dans le crépuscule grandissant. J'ai continué à vérifier le rétroviseur, mais la route derrière moi était vide, juste de l'asphalte gris qui s'estompait, disparaissant dans l'ombre. Les deux hommes avaient disparu, ou du moins étaient trop loin pour être vus. Pendant environ 90 secondes, je me suis laissé croire que peut-être j'exagérais. Peut-être que c'était juste des gars du coin qui dégageaient des débris de la route. Peut-être qu'ils avaient remis la branche en place pour marquer un danger jusqu'à ce qu'ils puissent revenir avec une tronçonneuse. Mon cerveau cherchait désespérément une explication qui n'impliquait pas ce que mon instinct savait déjà être vrai. Puis j'ai tourné un léger virage et je l'ai vu. Et toutes mes rationalisations désespérées sont mortes dans ma gorge. Une autre branche. Non, pas une branche. Un arbre. Un chêne entier, pas énorme, mais substantiel, d'environ 10 mètres de long, avec un tronc aussi épais qu'un poteau téléphonique, gisant directement en travers de la route. Les deux extrémités s'étendaient dans les fossés de drainage de chaque côté, ne laissant aucun espace, aucun accotement pour se faufiler. Rien. J'ai freiné brusquement et la Malibu a dérapé, les pneus hurlant contre l'asphalte. Je me suis arrêté à environ 6 mètres de la barrière. Mes phares ont illuminé le tronc avec une précision brutale. Le bois cru et pâle là où il avait été coupé, non pas cassé, mais coupé avec une tronçonneuse. Les marques des dents étaient encore visibles dans la chair de l'arbre. Ce n'étaient pas des dégâts de tempête. Ce n'était pas un accident. Quelqu'un avait abattu cet arbre et l'avait traîné sur la route, l'avait positionné avec soin pour s'assurer qu'aucun véhicule ne puisse passer. Je suis resté assis là, moteur tournant, fixant cette barricade, et mon esprit a parcouru les options qui toutes menaient dans une impasse. Je ne pouvais pas conduire autour. Je ne pouvais pas conduire à travers. Et je ne pouvais pas reculer, car quelque part derrière moi, deux hommes avaient scellé la route et marchaient probablement déjà dans ma direction. J'étais coincé, piégé sur une bande d'asphalte qui se désagrégeait au milieu de nulle part, avec la nuit tombant rapidement et aucun moyen d'appeler à l'aide. C'est alors qu'ils sont apparus. Non pas derrière moi comme je m'y attendais, mais sur les côtés, depuis les lignes d'arbres qui bordaient les champs de chaque côté de la route, à environ 50 mètres en arrière de l'asphalte. D'abord une silhouette à gauche, sortant d'entre deux chênes noueux, puis une autre à droite, émerge d'un buisson. Puis deux autres, une de chaque côté, espacées comme s'ils avaient répété cela. J'en ai compté 5 au total avant d'arrêter de compter, car mon cerveau ne traitait plus les informations de manière utile. Ils marchaient lentement, délibérément, ne courant pas, ne criant pas, se dirigeant simplement vers la route avec la calme patience de gens qui savaient que leur proie n'avait nulle part où aller. Les dernières lueurs du jour étaient presque parties, mais je pouvais distinguer assez de détails pour savoir que ce n'étaient pas des adolescents faisant une farce. C'étaient des hommes adultes, pour la plupart costauds, portant des vêtements de travail, des vestes en toile, des bottes, des jeans tachés de terre ou d'huile. Et ils transportaient des objets longs. L'un d'eux avait ce qui ressemblait à un tuyau ou une barre de métal. Un autre tenait quelque chose avec un manche en bois, une hache ou un marteau. Je ne pouvais pas dire. Un troisième avait un morceau de chêne enroulé autour de son poing, l'excédent pendant à son côté. Ce n'étaient pas des outils pour dégager les broussailles. C'étaient des armes, et ils marchaient vers moi comme s'ils avaient tout leur temps. J'avais peut-être 30 secondes avant qu'ils n'atteignent la route. Mon esprit s'est enfin mis en marche, passant en revue toutes les options possibles à une vitesse qui semblait presque détachée de mon corps. Je pouvais sortir et courir dans les champs, mais ils connaissaient ce terrain et pas moi. Et je courais à l'aveugle dans le noir pendant qu'ils me cerneraient de plusieurs directions. Je pouvais rester dans la voiture et verrouiller les portes, mais une hache ou un marteau traverserait une vitre en quelques secondes.
Et alors je serais piégé dans une boîte de métal sans moyen de me défendre. Je pouvais essayer de foncer dans l'arbre bloquant la route, mais c'était du chêne massif et la Malibu était une berline de taille moyenne. Au mieux, je détruirais l'avant de la voiture et rendrais mon seul moyen d'évasion inutilisable. Aucune des options n'était bonne. Toutes se terminaient avec moi mort, ou pire sur ce tronçon de route vide où personne ne me trouverait avant des jours. Mais puis j'ai regardé l'arbre à nouveau, vraiment regardé, et j'ai remarqué quelque chose. Le tronc était épais, oui, mais les branches qui en partaient ne l'étaient pas. Sur le côté droit, là où la cime de l'arbre était tombée dans le fossé, les branches étaient plus fines, certaines pas plus épaisses que mon bras. Et au-delà, de l'autre côté du fossé, il y avait un champ ouvert, plat, nu, récemment labouré. Si je pouvais prendre assez de vitesse, si je pouvais frapper cette section au bon angle, peut-être, juste peut-être, pourrais-je briser les branches plus petites et atteindre ce champ. Je ne me suis pas donné le temps de me raviser. Les hommes étaient peut-être à 40 mètres maintenant, assez près pour que j'entende l'un d'eux crier quelque chose aux autres. Un son guttural et dur que je n'ai pas pu comprendre, mais qui ressemblait à un ordre. J'ai passé la Malibu en marche arrière et j'ai enfoncé l'accélérateur à fond. Les pneus ont patiné, ont accroché, et la voiture a bondi en arrière. J'ai couvert peut-être 15 mètres avant de freiner brusquement, de tourner le volant violemment vers la droite et de passer en marche avant. Le moteur a rugi alors que j'enfonçais la pédale d'accélérateur à fond. Le compteur de vitesse a grimpé à 30, 50, 70 km/h et j'ai dirigé la voiture vers le bord droit de l'arbre tombé, là où les branches étaient les plus fines, là où le fossé était le moins profond, là où j'avais la meilleure chance de percer. Les phares ont bondi violemment alors que la voiture a heurté l'accotement en gravier, puis la pente du fossé, et pendant une seconde terrible, tout le véhicule a penché comme s'il allait se renverser. Mais les roues ont trouvé de l'adhérence dans la terre meuble, et la Malibu a foncé en avant, s'écrasant dans l'enchevêtrement de branches avec un bruit semblable à celui de 100 os se brisant en même temps. Le bois a explosé sur le capot et le pare-brise. Quelque chose a heurté le rétroviseur latéral et l'a arraché net. J'ai senti la voiture tressaillir et trembler en montant sur les débris. J'ai senti le châssis racler contre quelque chose de solide, et puis, incroyablement, miraculeusement, j'étais passé. Le champ s'ouvrait devant moi, sombre et sans fin sous les premières étoiles du soir. Le sol était meuble à cause du labour récent, et les pneus de la Malibu s'enfonçaient de quelques centimètres dans la terre détrempée. Mais la voiture continuait d'avancer. Je n'ai pas ralenti. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai simplement conduit, rebondissant sur les sillons à 50 km/h, le volant tremblant dans mes mains alors que je luttais pour garder la voiture en ligne droite. Derrière moi, j'entendais des cris, des voix masculines et en colère portant à travers le champ vide. Mais elles s'affaiblissaient à chaque seconde. Aucune lumière de phare ne me suivait. Aucun moteur ne rugissait. Ils ne s'attendaient pas à ce que je fasse cela. Ils avaient prévu quelqu'un qui s'arrêterait, qui paniquerait, qui commettrait l'erreur de sortir de la voiture ou d'essayer de raisonner avec eux. Ils n'avaient pas prévu quelqu'un de suffisamment désespéré pour détruire une voiture de location pour s'échapper. J'ai conduit pendant ce qui m'a semblé une éternité, mais qui n'a probablement duré que 5 ou 6 minutes, traversant champ après champ, défonçant une clôture en fil barbelé à un moment donné, jusqu'à ce que, enfin, j'aperçoive des lumières au loin. Une ferme, une vraie, avec une lumière sur le porche et des camions dans l'allée. J'ai dirigé la Malibu cabossée vers elle et ne me suis arrêté qu'une fois garé juste devant les marches, klaxonnant de toutes mes forces. Un homme plus âgé est sorti en premier, peut-être la soixantaine, portant des bretelles sur une chemise à carreaux et tenant un fusil de chasse comme s'il savait s'en servir. Sa femme est apparue derrière lui un instant plus tard, déjà au téléphone sans fil. J'ai dû avoir l'air folle, une inconnue dans une voiture détruite, couverte de sueur, balbutiant des histoires d'hommes armés et d'arbres en travers de la route. Mais quelque chose dans mon visage ou ma voix a dû les convaincre. Car l'homme a gardé son arme prête pendant que sa femme appelait le shérif du comté. Je me suis assise sur les marches du Porsche, tremblant si fort que je pouvais à peine tenir le verre d'eau qu'il m'avait donné, et j'ai attendu les sirènes. Il a fallu près de 40 minutes aux adjoints pour arriver et 1 heure de plus pour qu'ils inspectent la route que j'avais décrite. Quand ils sont revenus, leurs visages m'ont tout dit avant même qu'ils n'aient ouvert la bouche. L'arbre avait disparu. La branche avait disparu. Il n'y avait aucun signe qu'autre chose que mes traces de pneus dans l'accotement en terre et quelques brindilles brisées éparpillées sur l'asphalte. Aucun homme, aucune arme, aucune preuve que quoi que ce soit s'était produit. L'un des adjoints, un jeune homme avec une coupe en brosse et des yeux sceptiques, m'a demandé 3 fois si j'avais bu. Je n'avais pas bu. Je n'avais pris aucune drogue. Je n'hallucinais pas. Mais je pouvais voir dans leur visage qu'ils ne me croyaient pas. Ils ont pris ma déposition, m'ont raccompagné à mon motel à Jonesboro, et m'ont dit d'appeler si je me souvenais de quoi que ce soit d'autre. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté assise dans ma chambre de motel, la chaîne sur la porte et une chaise coincée sous la poignée,
fixant le plafond et revivant chaque seconde de ce qui s'était passé. Le lendemain matin, j'ai rendu la Malibu détruite à l'agence de location et j'ai payé les frais de dommages sans me plaindre. Cela en valait chaque centime. J'ai appelé mon patron et lui ai dit que je prenais quelques jours de congé personnel. Puis j'ai conduit jusqu'à la maison au Kansas, ne prenant que des autoroutes principales tout le long et ne m'arrêtant que pour faire le plein dans des stations bien éclairées avec beaucoup d'autres voitures autour. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai fait quelques recherches. J'ai trouvé quelques rapports épars en ligne, des fils de discussion sur Reddit, des archives de nouvelles locales, des forums de crimes réels décrivant des incidents similaires dans des zones rurales à travers le sud et le Midwest. De faux accidents, des pannes simulées, des arbres ou des débris bloquant des routes isolées. La plupart des histoires se terminaient par l'évasion de la victime, comme moi, mais quelques-unes se terminaient par des disparitions, des voitures abandonnées, des signalements de personnes disparues qui n'ont mené nulle part. Le point commun dans toutes ces histoires était l'isolement. Ces gens, qui qu'ils soient, ciblaient les voyageurs sur des routes secondaires, des personnes dont la disparition ne serait pas immédiatement remarquée. Des personnes dont la disparition pourrait être attribuée à un accident ou à une fugue. Je n'ai jamais su qui étaient les hommes sur cette route. Je n'ai jamais su ce qu'ils voulaient de moi, et une partie de moi espère ne jamais le découvrir. La chaleur de l'Arizona a cette façon de coller à votre peau même après que le soleil a disparu. Et cette nuit de septembre 2022 n'a pas fait exception. Je m'appelle Caroline et j'avais tout juste 34 ans, 2 semaines avant d'accepter une offre d'emploi qui allait tout changer. Phoenix semblait être le nouveau départ dont j'avais besoin après avoir passé toute ma vie adulte à El Paso. Le même appartement, le même boulot sans issue, les mêmes visages au supermarché qui se souvenaient encore de moi comme la fille timide du lycée. Une amie de la fac m'avait mis en contact avec un poste dans une agence de marketing en centre-ville. Et pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à l'espoir. Alors j'ai emballé tout ce que je possédais dans mon vieux Subaru Outback et j'ai décidé de conduire toute la nuit. Car dormir seul dans un motel me rendait plus anxieuse que l'épuisement ne l'aurait jamais fait. Le plan était simple, 8 heures de route, arriver à l'aube, commencer un nouveau chapitre. J'avais déjà fait ce trajet une fois pendant la journée, et cela m'avait semblé assez gérable. Ce que je n'avais pas anticipé, c'était à quel point le désert change quand l'obscurité avale chaque repère familier, et que l'autoroute s'étire en un ruban noir sans fin devant vous. À minuit, j'avais dépassé Tucson et me trouvais quelque part entre Picacho et Casagrande. Bien que les détails se brouillaient après des heures de rien d'autre que des phares coupants à travers le vide. La radio m'avait abandonné environ 60 km plus tôt, passant d'un grésillement à des fragments de stations en espagnol qui s'estompaient comme des murmures. Je me souviens d'avoir jeté un coup d'œil à mon téléphone. Pas de réseau, pas même une barre. Et j'ai pensé à quel point cette portion de route était isolée. Il n'y avait pas de réverbère ici, pas de panneaux publicitaires, pas de signe de civilisation au-delà des marqueurs kilométriques réfléchissants qui clignotaient en vert dans mes phares. Mon café était froid depuis des heures, et je roulais à l'adrénaline et à la promesse d'un lit qui m'attendait à Phoenix. C'est alors que j'ai remarqué l'aiguille du thermomètre sur mon tableau de bord grimpé. La petite aiguille s'approchait lentement de la zone rouge, avec une lenteur qui semblait presque délibérée. Je me suis dit que ce n'était rien. Peut-être juste un capteur défectueux dans cette vieille voiture qui faisait des siennes. Mais au fond de moi, je savais que cette aiguille ne m'avait jamais menti auparavant. En quelques minutes, l'aiguille était enfoncée dans le rouge et une fine volute de vapeur a commencé à s'échapper de sous le capot. J'ai serré le volant plus fort et j'ai commencé à chercher un endroit pour me garer, mais il n'y avait rien. Juste du désert plat des deux côtés, des buissons et de l'obscurité s'étendant vers des montagnes que je ne pouvais pas voir. La vapeur est devenue plus épaisse, inondant le pare-brise jusqu'à ce que je puisse à peine distinguer la route devant moi. Je n'avais pas le choix. J'ai ralenti et me suis garé sur le bas-côté étroit, le gravier crissant sous mes pneus alors que la voiture s'immobilisait. Quand j'ai coupé le moteur, le silence m'a frappé comme un mur. Pas de criquet, pas de vent, rien que le tic-tac du métal chaud et mon propre cœur battant dans mes oreilles. Je suis resté assis un moment, les mains toujours sur le volant, essayant de réaliser à quel point j'étais seul. Mon téléphone était inutile. La ville la plus proche était à au moins 50 km dans les deux sens, et je ne savais absolument rien des moteurs de voiture, à part où mettre l'essence. J'ai actionné l'ouverture du capot, mais je suis resté à l'intérieur, me souvenant de quelque chose que mon père m'avait dit des années plus tôt. Laisser un moteur surchauffé refroidir avant de toucher quoi que ce soit. L'horloge du tableau de bord indiquait minuit 47. J'ai pensé que je donnerais 20 minutes, peut-être 30, puis que je vérifierais le réservoir de liquide de refroidissement et que j'espère le meilleur. Dehors, mes fenêtres ne montraient que du noir. Le genre d'obscurité que les citadins ne connaissent jamais vraiment, où le ciel et la terre se fondent en un seul vide indistinct. J'ai penché ma tête en arrière contre le siège et j'ai essayé de calmer ma respiration,
me disant que ce n'était qu'un petit contretemps, que les voitures surchauffent tout le temps et que je serais bientôt de retour sur la route. C'est alors que j'ai vu des phares apparaître dans mon rétroviseur, petit au début, devenant plus grand à mesure qu'un véhicule approchait de la direction d'où je venais. Un soulagement m'a submergé pendant exactement 3 secondes avant que les phares ne s'éteignent. Le véhicule approchait toujours. Je pouvais entendre le moteur maintenant, un grondement sourd devenant plus fort. Mais le conducteur avait éteint ses lumières complètement. Mon premier instinct a été de démarrer ma voiture et de partir, moteur surchauffé ou non. Mais mes mains n'ont pas coopéré. J'ai regardé dans le rétroviseur latéral alors que la forme se matérialisait dans l'obscurité. Un vieux pick-up, peut-être des années 80, avec une peinture terne qui semblait absorber la faible lumière de la lune. Il s'est garé à environ 6 mètres derrière moi et s'est arrêté. Le moteur s'est coupé pendant un long moment. Rien ne s'est passé, et je suis resté là, à peine respirant, me disant que c'était probablement juste quelqu'un qui vérifiait si j'avais besoin d'aide. Un bon samaritain qui avait éteint ses lumières parce que... Pourquoi ? Je ne pouvais pas penser à une seule explication raisonnable. Puis la portière du conducteur s'est ouverte avec un grincement métallique qui a résonné dans le désert vide, et un homme en est sorti. Il était grand et mince, vêtu d'un jean sombre et d'une veste de travail malgré la chaleur persistante. Je ne pouvais pas voir son visage clairement, juste sa silhouette debout là, me regardant. Ses mains pendaient le long de son corps, mais légèrement derrière ses hanches, comme s'il tenait quelque chose ou cachait quelque chose. Je ne pouvais pas dire. Il a commencé à marcher vers moi avec des pas lents et délibérés, et chaque nerf de mon corps hurlait de faire quelque chose. J'ai appuyé sur le bouton de verrouillage, même si j'étais presque certaine que les portes étaient déjà verrouillées, et le clic a semblé incroyablement fort dans le silence. L'homme s'est arrêté à environ 1,5 mètre de ma vitre. Il a incliné la tête sur le côté et quand il a parlé, sa voix était calme, presque amicale, comme si nous étions des voisins discutant par-dessus une clôture. « Caroline », a-t-il dit, juste mon prénom, rien d'autre. J'ai senti l'air quitter mes poumons. Je n'avais dit mon nom à personne pendant ce voyage. Je ne m'étais arrêté nulle part sauf à une station-service à l'extérieur de Tucson, où j'avais payé à la pompe et n'avais parlé à personne. Mes bagages étaient dans le coffre, hors de vue, sans étiquette visible. Il n'y avait aucun moyen possible pour que cet inconnu sur une route noire au milieu de nulle part connaisse mon nom. Et pourtant, il l'avait dit comme s'il me connaissait depuis toujours. Je n'ai pas répondu. Je ne le pouvais pas. Ma gorge s'était refermée et mon esprit tournait à toute vitesse à travers chaque podcast de crimes réels que j'avais écouté. Chaque histoire de femmes disparues sur des autoroutes désertes et retrouvées des semaines plus tard dans des tombes peu profondes. L'homme a fait un autre pas en avant et s'est penché légèrement, rapprochant son visage de la vitre. Dans la faible lueur des lumières de mon tableau de bord, j'ai enfin pu le voir. Une peau burinée, peut-être la cinquantaine, avec des yeux profondément enfoncés qui captaient la lumière d'une manière qui les faisait paraître presque sans couleur. Il avait une cicatrice courant de son sourcil gauche jusqu'à sa pommette, ancienne et estompée, et ses lèvres étaient gercées par l'air sec du désert. « Problème de moteur », a-t-il dit, non pas comme une question, mais comme une affirmation. « Je peux le faire repartir pour toi. Ouvre simplement le capot et sors 1 minute. » Sa voix est restée agréable, conversationnelle, comme s'il offrait d'aider un ami à changer un pneu crevé, mais ses yeux n'ont jamais cligné, pas une seule fois, et ils sont restés fixés sur mon visage avec une intensité qui m'a fait frissonner. J'ai secoué la tête et j'ai enfin trouvé ma voix, bien qu'elle ne soit sortie qu'à peine plus qu'un murmure. J'ai déjà appelé à l'aide, ai-je menti. Quelqu'un est en route. L'homme a souri à cela, un lent étirement de ses lèvres qui a révélé des dents trop blanches pour son visage usé. Pas de réseau ici, a-t-il dit en tapotant sa propre poche de poitrine où se trouvait probablement un téléphone. J'ai vérifié moi-même il y a environ 15 kilomètres. Rien jusqu'à ce que tu atteignes Casa Grande. Il savait. Il savait que je mentais et il savait que j'étais piégé. Et la manière dont il l'a dit, de façon factuelle, presque douce, était pire que s'il m'avait crié dessus. J'ai serré mon téléphone quand même, le tenant comme s'il était une sorte de bouclier, et il m'a simplement regardé avec cette expression patiente. Puis il a commencé à faire le tour de ma voiture, se déplaçant vers l'avant puis vers le côté passager avec ses mêmes panneaux pressés. J'ai entendu ses doigts gratter le capot alors qu'il marchait, un son doux qui semblait incroyablement fort. Quand il a atteint la vitre du passager, il s'est arrêté et a frappé 3 fois sur le verre avec ses jointures. Toc, toc, toc. Comme un visiteur poli attendant qu'on lui ouvre. « Caroline », a-t-il répété à travers la vitre. « Tu ne devrais pas être seule ici. De mauvaises choses arrivent aux femmes sur des routes comme celle-ci. » J'aurais voulu crier, mais il n'y avait personne pour m'entendre. J'aurais voulu conduire, mais mon moteur était mort. Tout ce que je pouvais faire, c'était rester assise là, paralysée,
tandis que cet homme, qui savait d'une manière ou d'une autre comment je m'appelais, continuait son orbite lente autour de mon véhicule. Il s'est déplacé vers l'arrière maintenant, et je me suis tordu sur mon siège pour le garder en vue, le regardant alors qu'il s'arrêtait près du coffre et passait sa main sur le métal, comme s'il caressait un animal. « Belle voiture », a-t-il lancé, sa voix légèrement étouffée. « Subaru, fiable, sauf quand elle surchauffe, bien sûr. » Il a ri doucement de sa propre remarque, et le son de ce rire a fait se tordre quelque chose dans mon estomac. J'ai pensé à la bombe lacrymogène enfouie quelque part dans mon sac à main sur le siège passager, mais l'idée de détourner les yeux de lui assez longtemps pour la chercher semblait impossible. Il a complété son cercle et est revenu à ma portière côté conducteur, se tenant si près maintenant que je pouvais voir les coutures de sa veste. Sans avertissement, il a attrapé la poignée de la portière et a tiré fort. Toute la voiture a tremblé, mais le verrou a tenu et j'ai entendu un petit cri s'échapper de moi, un son pathétique même à mes propres oreilles. Il n'a pas semblé frustré par la portière verrouillée. S'il y avait une réaction, c'était plutôt de l'amusement. Il s'est penché près de moi, pressant son visage près de la petite ouverture en haut de la vitre, là où le joint s'était usé au fil des ans. Son souffle a embué le verre, et j'ai pu le sentir. Cigarette, huile de moteur, quelque chose d'aigre en dessous. « Je savais que tu tomberais en panne ici, finalement », a-t-il chuchoté à travers cette petite fente. Et sa voix était si proche que j'ai eu l'impression qu'il était dans la voiture avec moi. « J'attends depuis longtemps ce tronçon. Je savais que tu passerais. » Mon esprit a lutté pour donner un sens à ces mots. Attendre? Comment aurait-il pu m'attendre, moi, spécifiquement? Je n'avais décidé de prendre cette route que 3 jours plus tôt. Je n'en avais parlé à personne sauf à mon ami de Phoenix, et même alors, seulement par un message texte. L'impossibilité de la situation s'est heurtée à ma terreur. Et pendant un instant sauvage, je me suis demandé si je rêvais, si je m'étais endormi au volant, et si c'était une sorte de cauchemar que mon cerveau épuisé avait inventé. Mais son odeur était trop réelle. Le son de sa respiration trop proche. Et quand il a frappé à nouveau sur la vitre, j'ai sursauté si fort que je me suis mordu la langue. C'est alors que je les ai vus. Des phares au loin, venant de la direction de Phoenix. 2 points lumineux devenant progressivement plus grands sur l'autoroute sombre. L'homme les a vus aussi. Il s'est redressé lentement et s'est retourné pour regarder, son corps se raidissant alors qu'il calculait quelque chose dans sa tête. Pendant un moment, il est simplement resté là, silhouetté contre la lueur approchante, et j'ai retenu mon souffle, attendant de voir ce qu'il allait faire. Les phares se rapprochaient maintenant, assez pour que j'entende le faible bourdonnement d'un autre moteur coupant le silence du désert. L'homme m'a regardé une dernière fois et, dans la lumière grandissante, j'ai vu son visage clairement pour la première fois. Ses yeux pâles, cette cicatrice, une expression qui n'était ni de la colère ni de la frustration, mais quelque chose de plus proche de la déception, comme un enfant dont le jeu avait été interrompu. Une autre fois, Caroline, a-t-il dit doucement. Puis il s'est retourné et a marché vers son camion avec la même allure non pressée qu'il avait utilisée auparavant, comme s'il avait tout son temps. Il est monté à l'intérieur, a démarré le moteur et s'est éloigné sans allumer ses phares, disparaissant dans l'obscurité devant lui comme s'il n'avait jamais été là. L'autre voiture, un monospace avec une famille de 4 personnes rentrant d'un voyage de camping, s'est arrêtée quand ils m'ont vu sur le bas-côté avec le capot ouvert. Un homme nommé Douglas et sa femme Renée m'ont aidé à ajouter du liquide de refroidissement à partir d'une bouteille qu'ils gardaient pour les urgences, et leurs 2 enfants nous regardaient depuis la banquette arrière avec une curiosité ensommeillée. J'ai dû avoir l'air d'une épave, car Renée n'arrêtait pas de me demander si j'allais bien, si quelque chose s'était passé, et je ne savais pas comment expliquer qu'un inconnu venait de faire le tour de ma voiture, m'appelant par un nom qu'il n'aurait jamais dû connaître. Ils m'ont suivi jusqu'à Casagrande et ont attendu pendant que je me garais dans une station-service avec des lumières vives et des caméras de sécurité et des gens. Je suis resté sur ce parking pendant 2 heures, tremblante, appelant mon ami à Phoenix puis la police. Les officiers qui sont venus ont pris ma déposition, mais semblaient sceptiques. Aucun crime n'avait techniquement été commis, ont-ils dit, et sans une plaque d'immatriculation ou une meilleure description, il n'y avait pas grand-chose qu'ils puissent faire. Je ne suis jamais arrivé à Phoenix cette nuit-là. J'ai pris une chambre de motel à Casagrande et je suis resté éveillé jusqu'à l'aube, regardant la porte et sursautant à chaque bruit dans le couloir. Il m'a fallu 3 semaines pour comprendre comment ils connaissaient mon nom. Et la réponse a tout empiré. Je m'étais arrêté à cette même station-service à l'extérieur de Tucson des dizaines de fois au fil des ans lors de mes visites à Phoenix, payant toujours à la pompe, pensant toujours être anonyme. Mais il y avait une carte de fidélité liée à ma carte de crédit, une carte à laquelle je m'étais inscrit des années plus tôt et que j'avais oubliée. Et chaque transaction imprimait mon nom complet sur leur système. Une amie qui travaillait dans le commerce de détail m'a dit que quiconque ayant accès à la caisse pouvait voir les noms des clients associés aux achats à la pompe. Je ne sais pas si cet homme travaillait là-bas ou connaissait quelqu'un qui y travaillait,
ou s'il avait une autre manière de suivre les véhicules passant par là. Je ne sais pas comment il savait que ma voiture surchaufferait sur ce tronçon précis de route. Peut-être m'avait-il suivi auparavant et remarqué la vapeur. Peut-être avait-il même fait quelque chose pour la provoquer lors d'un de mes arrêts précédents. Les possibilités ont tourbillonné dans ma tête pendant des mois, jusqu'à ce que je doive me forcer à arrêter d'y penser, sous peine de devenir folle. Je vis à Phoenix maintenant et je n'ai plus jamais conduit à travers ce tronçon de désert depuis cette nuit-là. Quand je rends visite à ma famille au Texas, je prends l'avion. J'ai échangé le Subaru contre une voiture plus récente, avec de meilleures serrures et un traceur GPS intégré que mon frère peut surveiller depuis son téléphone. J'ai changé mon nom sur toutes les cartes de fidélité, tous les comptes, tout ce qui pourrait imprimer mes informations sur un reçu quelque part. Et parfois, tard le soir, quand je n'arrive pas à dormir, je pense à ce qui serait arrivé si ce monospace n'était pas apparu au bon moment. Si Douglas, René et leurs 2 enfants ensommeillés avaient décidé de prendre un autre itinéraire pour rentrer chez eux. L'homme avait dit « une autre fois ». Comme une promesse. Et pendant longtemps, je me suis attendu à ce qu'il tienne parole. Mais 3 ans ont passé, et je n'ai jamais revu ce vieux pick-up. Je n'ai jamais entendu cette voix calme dire mon nom à travers une vitre de voiture. Peut-être a-t-il trouvé quelqu'un d'autre. Peut-être est-il toujours là-bas, sur une route sombre, attendant qu'une autre femme tombe en panne au bon endroit. J'essaie de ne pas trop y penser, mais je vérifie toujours mon rétroviseur maintenant, et je ne laisse jamais mon réservoir descendre en dessous de la moitié. Et je ne conduirai plus jamais seul à travers le désert la nuit. Certaines leçons, on n'a besoin de les apprendre qu'une fois. Tout le monde dans ma famille a obtenu son diplôme de lycée en 2008, cousin compris, ce qui nous place aux alentours de 34 ans maintenant. Je mentionne cela parce qu'à la trentaine, on commence à penser qu'on a compris la vie. On a vu assez de choses, vécu assez d'expériences, et plus grand-chose ne nous surprend. Cette confiance disparaît très vite quand on se retrouve sur une autoroute sombre dans le Nouveau-Mexique rural, avec un inconnu prétendant être policier qui se tient à votre fenêtre. J'avais conduit depuis une conférence professionnelle à Albuquerque, rentrant chez moi, dans mon appartement de Denver. La chose intelligente aurait été de rester pour la nuit et de partir le lendemain matin, mais mon chat avait besoin de ses médicaments et je n'avais personne pour m'occuper d'elle. Me voilà donc, quelque part après 2 heures du matin, entouré de rien d'autre que du désert plat et vide, et l'ombre occasionnelle d'un cactus dans mes phares. L'autoroute s'étendait devant moi comme un ruban noir vers nulle part, et je n'avais pas vu une autre voiture depuis au moins 40 minutes. J'écoutais une vieille station de country, le genre qui passe des classiques des années 70 et 80, essayant de rester éveillé avec des chansons médiocres et du café fort de station-service. La limite de vitesse était de 120 km/h et je roulais peut-être à 125 km/h. Rien de fou. C'est alors que j'ai remarqué des phares apparaître dans mon rétroviseur, arrivant vite. J'ai pensé que c'était juste quelqu'un pressé, peut-être un routier en retard pour une livraison. Alors, je me suis légèrement déplacé vers la droite pour lui laisser de la place pour me doubler, mais il ne m'a pas doublé. La voiture a ralenti et s'est placée juste derrière moi, assez près pour que je puisse voir que c'était une sorte de berline, grise ou argentée, difficile à dire dans le noir. Puis une lumière bleue a commencé à clignoter sur leur tableau de bord. Pas une barre lumineuse sur le toit, comme les voitures de patrouille normales en ont. Juste une de ces lumières magnétiques de tableau de bord qu'on voit parfois dans des véhicules banalisés. Mon premier instinct a été de me garer immédiatement, car c'est ce qu'on fait quand on voit des lumières bleues. Mais quelque chose dans mon instinct m'a fait hésiter, m'a fait serrer le volant plus fort et jeter un coup d'œil à mon téléphone posé dans le porte-gobelet. Je me souviens que mon père m'avait dit un jour que si jamais on se fait arrêter dans une zone isolée et que quelque chose semble bizarre, on a le droit de conduire lentement vers un endroit public bien éclairé avant de s'arrêter. Il était routier longue distance pendant 23 ans et avait vu toutes sortes de choses sur la route. Alors, j'ai ralenti à environ 80 km/h, j'ai allumé mes feux de détresse pour signaler que j'avais remarqué la voiture derrière moi, et j'ai continué à rouler. J'espérais voir une station-service, une aire de repos, n'importe quoi avec des lumières et peut-être un autre être humain. Mais la route devant moi n'était que ténèbres et la silhouette lointaine de montagnes contre un ciel légèrement plus clair. La berline est restée juste derrière moi, cette lumière bleue clignotant régulièrement. Après environ 3 km de cela, j'ai entendu un court coup de sirène, juste un petit jappement, et j'ai su que je ne pouvais pas continuer sans empirer les choses. Il y avait un large accotement à droite, en gravier et en terre. Et je m'y suis garé, le cœur battant si fort que je le sentais dans ma gorge. La berline s'est arrêtée derrière moi, à environ 5 mètres, et a éteint la lumière bleue, mais a laissé les phares allumés, dirigés directement vers mes rétroviseurs. Je ne pouvais rien voir derrière moi, sauf une lueur blanche aveuglante. J'ai baissé ma vitre d'environ 8 cm, juste assez pour parler, et j'ai attendu. Il lui a fallu beaucoup de temps pour sortir de sa voiture.
plus longtemps que n'importe quel contrôle routier que j'avais jamais connu. Quand il a finalement approché, il est venu vite, presque en trottinant, et s'est arrêté juste à ma fenêtre avec une lampe torche lourde déjà braquée sur mon visage. C'était un grand gaillard, plus des 1m80, portant un pantalon sombre et une veste noire sans insigne ni marque visible. Sa ceinture avait un étui et je pouvais voir la crosse d'un pistolet, mais rien d'autre qui ressemblait à un équipement policier standard. Pas de radio, pas de tasée, pas de caméra corporelle. Il n'a pas dit bonsoir ni demandé mon permis. Les premiers mots sortis de sa bouche ont été « Tu sais que tu conduisais de manière très suspecte, là-bas ». Ralentir comme ça, j'ai essayé de garder ma voix stable et je lui ai dit que j'étais juste prudente parce que je n'étais pas sûr qu'il soit un vrai officier. Apparemment, c'était la mauvaise chose à dire. Son visage a changé, s'est tendu autour de la mâchoire et il s'est penché plus près de ma fenêtre. « Tu penses que je ne suis pas réel ? Tu penses que quelqu'un serait ici à 2 heures du matin en prétendant être un agent des forces de l'ordre ?» Il a laissé échapper un petit rire qui ne contenait aucune trace d'humour. Je lui ai demandé de quel service il faisait partie et il a complètement ignoré la question. Au lieu de cela, il a commencé à braquer sa lampe torche autour de l'intérieur de ma voiture, déplaçant le faisceau sur la banquette arrière, le siège passager, les tapis de sol. Il s'est attardé sur mon sac de travail, un simple étui à ordinateur portable noir, et a demandé ce qu'il y avait dedans. Je lui ai dit que c'était juste mon ordinateur et quelques documents de travail. Il a fait un son presque comme un grognement et a dit qu'il avait besoin que je sorte du véhicule pour un contrôle de conformité. Je lui ai demandé ce qu'était un contrôle de conformité et il a simplement répété, plus lentement cette fois, comme si j'étais stupide. Sors du véhicule pour un contrôle de conformité du véhicule. Tout dans mon corps hurlait de rester dans la voiture. Je n'avais jamais entendu parler d'un contrôle de conformité du véhicule de ma vie, et j'avais grandi autour de policiers parce que mon oncle avait passé 30 ans avec la police de Denver. J'ai dit à l'homme que je serais heureuse de coopérer, mais que je voulais voir son insigne en premier. Il a atteint sa veste et en a sorti un portefeuille, l'a ouvert pendant peut-être 2 secondes, puis l'a refermé d'un coup sec. Dans ce bref éclair, j'ai vu quelque chose qui ressemblait à un insigne, argenté et en forme de bouclier. Mais là où le nom du service aurait dû être, il n'y avait rien d'autre que du métal rayé, comme si quelqu'un avait pris un couteau ou une clé et gratté les lettres délibérément. Cette image s'est gravée dans mon cerveau. Un insigne sans nom, sans service, sans juridiction. Il a glissé le portefeuille dans sa veste et a posé sa main sur sa hanche, juste à côté de l'étui. Satisfait. Maintenant, sors. Sa voix était descendue plus bas, et il y avait quelque chose dans ses yeux qui m'a fait penser à un chien juste avant qu'il ne morde. Cette fixation plate et concentrée. J'ai dit que je ne sortirais pas de ma voiture jusqu'à ce qu'il me dise de quel service il faisait partie et quelle loi j'avais enfreinte. Il a frappé la fenêtre de ma portière avec sa paume si fort que j'ai sursauté en arrière sur mon siège. Les gens qui conduisent seuls la nuit ont généralement quelque chose à cacher, a-t-il dit, et sa voix avait maintenant une étrange calme, comme s'il avait pris une sorte de décision. Ouvre ton coffre. J'ai dit non. Je l'ai dit clairement et fermement, même si ma voix s'est brisée sur le mot. Il s'est éloigné de ma fenêtre, puis, non pas vers sa voiture, mais vers l'arrière de la mienne. Je l'ai regardé dans mon rétroviseur latéral, sa silhouette se déplaçant dans la lueur rouge de mes feux arrière. Il a essayé la poignée du coffre, l'a trouvée verrouillée, et je l'ai vu s'accroupir pour regarder quelque chose près de mon pare-choc. Ma plaque d'immatriculation, ai-je réalisé? Il memorisait ma plaque d'immatriculation. Quand il s'est relevé, il a marché lentement le long du côté passager de ma voiture, traînant sa lampe torche sur les vitres, laissant le faisceau s'attarder à l'intérieur comme s'il cataloguait tout ce qu'il voyait. Il s'est arrêté à ma portière passager et a essayé la poignée. Very. Je n'avais jamais été aussi reconnaissante pour l'habitude de verrouiller toutes mes portes dès que je monte dans la voiture. Il est resté là un moment, me fixant simplement à travers la vitre, et dans la lumière blanche crue de sa lampe torche, j'ai pu voir son visage clairement pour la première fois. Il avait peut-être la fin de la quarantaine, la peau burinée, une cicatrice qui traversait son sourcil gauche et disparaissait dans sa ligne de cheveux. Ses yeux étaient pâles, gris ou bleu clair, et ils avaient une sorte de vide qui m'a fait plus peur que tout le reste. Pas de colère, pas de frustration, juste rien. Comme si je n'étais pas une personne pour lui, juste un obstacle ou peut-être une opportunité. Il a frappé sur la vitre avec la lampe torche, 3 coups lents et délibérés, et a dit « Tu rends les choses plus difficiles qu'elles ne devraient l'être. Ouvre la porte. » J'ai tendu la main vers mon téléphone dans le porte-gobelet, prête à appeler le 911. Et c'est alors que j'ai vu des phares apparaître à l'horizon derrière nous, venant de la même direction que celle dans laquelle je roulais. L'homme les a vus aussi. J'ai vu sa tête tourner, j'ai vu tout son corps se raidir alors qu'il suivait ces lumières approchantes. Pendant quelques secondes, il n'a pas bougé du tout. Juste debout là,
calculant quelque chose dans sa tête. Puis, sans un mot, il s'est retourné et a marché vers sa berline. Pas en courant, pas en se précipitant, juste une marche calme et régulière, comme s'il terminait une simple routine de contrôle routier. Il est monté dans sa voiture et j'ai pensé qu'il allait partir, mais il est simplement resté assis là avec ses phares toujours dirigés vers mes rétroviseurs. L'autre voiture se rapprochait maintenant, peut-être à un quart de mile, et je pouvais dire par la hauteur des phares que c'était une sorte de camion ou de SUV. Je ne savais pas si je devais rester ou partir. Une partie de moi voulait appuyer à fond et m'éloigner le plus possible. Mais une autre partie de moi pensait que peut-être cet autre conducteur pourrait aider, pourrait être un témoin, pourrait au moins confirmer que je ne perdais pas la tête. Je suis resté là, serrant le volant, regardant les phares approchant devenir plus brillants. Le camion nous a dépassés sans ralentir. C'était un pick-up blanc, un vieux modèle, et j'ai aperçu un homme avec une casquette de baseball au volant. Il ne nous a même pas regardés. Juste continuer à rouler dans la nuit comme si deux voitures sur l'accotement était la chose la plus normale au monde. Mais ce bref moment, ces quelques secondes où un autre être humain était assez proche pour nous voir, a apparemment suffi. La berline derrière moi a enfin bougé. Elle s'est engagée sur l'autoroute. Pas de clignotant, pas de lumière du tout. Il s'est éloigné dans une obscurité totale. Pas de phare, pas de feux arrière, rien. J'ai regardé la forme de sa voiture disparaître dans le noir jusqu'à ce que je ne puisse plus la voir. Ce n'est qu'alors que j'ai réalisé que j'avais retenu mon souffle. Je suis resté là sur cet accotement en gravier pendant au moins 10 minutes, essayant simplement de faire cesser le tremblement de mes mains assez pour conduire. Quand j'ai finalement repris la route, j'ai roulé à 140 km/h jusqu'à la frontière du Colorado et je ne me suis arrêté que quand j'ai vu les lumières d'une station-service ouverte 24H/24 à l'extérieur de Trinidad. J'ai déposé une plainte auprès de la police d'État du Nouveau-Mexique le lendemain matin. L'officier qui a pris mon appel a été poli mais pas surpris, et cela m'a fait presque aussi peur que la rencontre elle-même. Il m'a dit qu'il y avait eu plusieurs signalements au cours des 18 derniers mois de quelqu'un effectuant de faux contrôles routiers sur les autoroutes rurales dans la partie nord-est de l'État. Même description à chaque fois. Berline grise ou argentée, lumière bleue unique sur le tableau de bord, un grand homme en vêtements sombres simples qui refusait de s'identifier. Personne n'avait jamais eu une vue claire de la plaque d'immatriculation parce qu'il positionnait toujours ses phares pour éblouir le conducteur. Personne n'avait jamais pu identifier avec certitude la marque ou le modèle du véhicule. L'officier m'a demandé si l'homme avait essayé de me faire sortir de ma voiture, et quand j'ai dit oui, il y a eu une longue pause au téléphone. Il m'a dit que j'avais fait ce qu'il fallait en restant à l'intérieur et en gardant mes portes verrouillées. Il a dit que tout le monde n'avait pas eu cette chance, mais il n'a pas élaboré sur ce que cela signifiait. Je n'ai pas insisté. Une partie de moi ne voulait pas savoir. Je pense encore à cette nuit plus souvent que je ne voudrais l'admettre. Parfois, quand je conduis après la tombée de la nuit, même sur des autoroutes animées avec beaucoup de circulation, je me surprends à vérifier mon rétroviseur toutes les quelques secondes, à la recherche d'une lumière bleue unique. Je ne conduis plus jamais à travers le Nouveau-Mexique la nuit. Je prends des routes différentes maintenant, même si cela ajoute des heures à mon trajet. Même si cela signifie m'arrêter pour la nuit quelque part et payer pour un motel. Mon oncle, celui qui était policier à Denver, m'a dit qu'usurper l'identité d'un officier de police est un crime dans chaque État. Mais ces gars sont presque impossibles à attraper parce qu'ils opèrent dans des zones isolées, sans témoins ni caméra. Il a dit, certains d'entre eux sont des voleurs à la recherche de cibles faciles, et certains d'entre eux sont quelque chose de pire. Il n'a pas dit ce que pire signifiait. Et je n'ai pas demandé. Tout ce que je sais, c'est que quelque part là-bas, sur un tronçon sombre d'autoroute dans le désert, cet homme continue d'arrêter les gens. Et tout le monde ne sera pas assez chanceux pour qu'une autre voiture apparaisse au bon moment. Je m'en suis sorti. Je ne sais pas combien d'autres ne l'ont pas fait. Et cette pensée me tient éveillé certaines nuits, fixant le plafond, me souvenant de ses yeux pâles et vides me regardant à travers la vitre. Quiconque a conduit à travers l'Oregon rural sait à quelle vitesse la civilisation disparaît une fois que l'on quitte les autoroutes principales. Une amie de la fac s'était mariée ce week-end-là dans un vignoble à l'extérieur de Bend, et j'avais fait les 3 heures de route depuis Portland pour célébrer avec elle. À la fin de la réception, après avoir dit au revoir, le soleil s'était déjà couché derrière la chaîne des cascades, peignant le ciel de profonds oranges et violets. J'avais obtenu mon diplôme de l'Université d'État de Portland en 2012, passé plus d'une décennie à construire une carrière dans l'administration des soins de santé, et je pensais connaître ces routes assez bien pour prendre un raccourci. Mon GPS indiquait un détour de 40 minutes en raison de travaux sur l'itinéraire principal. Mais il y avait une alternative, une route départementale étroite qui permettrait de gagner presque la moitié de ce temps. Je me souviens avoir pensé à quel point cela semblait paisible sur la carte, juste une fine ligne grise sinuant à travers des terres forestières nationales. Cette décision,
prise dans la lumière déclinante d'un dimanche soir, a failli me coûter tout. Les premiers kilomètres n'ont rien eu de remarquable. Des peuplements denses de sapins Douglas se pressaient des deux côtés, leurs branches formant une canopée qui bloquait ce qu'il restait de lumière du jour. J'ai dépassé une seule ferme environ 3 km plus loin, ses fenêtres brillant d'un jaune chaud, puis plus rien, juste une forêt sans fin dans l'obscurité grandissante. Mon téléphone a perdu le réseau presque immédiatement, ce à quoi je m'attendais ici, alors j'avais téléchargé l'itinéraire au préalable. La route a commencé à monter et à tourner, chaque virage révélant plus de la même étendue sauvage et vide. J'avais la radio allumée à bas volume, une station publique jouant du jazz, et je me souviens m'être senti presque hypnotisé par le rythme des virages. Gauche, droite, gauche encore, le volant glissant doucement entre mes mains. Il n'y avait pas d'autre voiture, pas de signe de vie, juste le bourdonnement de mon moteur et le flash occasionnel de marqueurs réfléchissants sur le bas-côté. J'ai regardé l'horloge sur mon tableau de bord, 19h47. Selon mes calculs, il me restait environ 20 km avant que cette route ne rejoigne l'autoroute. C'est alors que j'ai tourné un virage serré et que je l'ai vu. C'était une berline plus ancienne, peut-être une Buick des années 90 ou quelque chose de similaire, vert foncé avec des plaques de rouille rongeant la peinture près des passages de roues. La voiture était garée en diagonale sur les deux voies, son pare-choc avant presque touchant le talus sur le côté gauche de la route, son arrière bloquant l'étroit accotement sur la droite. Les deux portes avant étaient grandes ouvertes comme des ailes brisées, et les feux de détresse clignotaient dans un rythme lent et mourant. Cette pulsation ambrée à peine visible, comme si la batterie était presque déchargée. Ma première pensée a été « accident ». Quelqu'un avait perdu le contrôle dans le virage, peut-être heurté un cerf, et avait besoin d'aide. J'ai relâché l'accélérateur et j'ai laissé mon Subaru rouler jusqu'à s'arrêter à environ 10 mètres derrière la berline. Les phares ont illuminé la scène avec une précision brutale. Siège conducteur vide. Siège passager vide. Un sac de restauration rapide froissé sur le tableau de bord. Aucun mouvement. Personne n'appelant à l'aide. Juste ces feux de détresse faibles clignotant contre le mur de la forêt noire. Je suis resté là pendant peut-être 10 secondes, moteur tournant, essayant de comprendre ce que je voyais. Quelque chose dans la position de la voiture m'a tracassé. C'était trop délibéré, trop parfaitement placé pour bloquer toute la route. Un vrai accident aurait laissé des traces de dérapage, du verre brisé, peut-être une bosse dans la glissière de sécurité, mais l'asphalte était propre, et la berline semblait intacte, à part son âge. J'ai tendu la main vers mon téléphone par habitude, oubliant que je n'avais pas de réseau, quand j'ai capté un mouvement dans ma vision périphérique. Sur le côté droit de la route, peut-être à 5 mètres dans les fourrés, quelque chose a bougé dans les buissons. Au début, j'ai pensé que c'était un animal, un cerf ou un coyote dérangé par mes phares, mais puis j'ai vu l'éclat du métal, un bref flash comme la lumière attrapant une boucle de ceinture ou une fermeture éclair. Et en dessous, partiellement caché derrière un gros tronc, une paire de bottes, des bottes de travail. Le genre avec des embouts en acier fermement plantés dans le sol, ne bougeant pas, juste attendant. Mon cœur a commencé à battre si fort que je pouvais le sentir dans ma gorge. Je me suis dit que j'étais paranoïaque, que peut-être c'était juste quelqu'un qui était allé dans les bois pour se soulager après que sa voiture soit tombée en panne. Mais même en formant cette pensée, je savais qu'elle était fausse. Personne ne reste parfaitement immobile derrière un arbre quand une voiture s'approche. Personne ne se cache. J'ai déplacé mon regard vers le côté gauche de la route, scrutant les ombres au-delà de la portée de mes phares. Et c'est alors que j'ai vu la deuxième silhouette. Celle-ci était accroupie bas derrière une touffe de fougères à environ 6 mètres de la berline, positionnée de sorte que quiconque sortirait pour aider aurait le dos tourné vers elle. Il portait quelque chose de sombre, une capuche ou une veste, et je pouvais à peine distinguer la forme de ses épaules, l'angle de sa tête alors qu'il observait ma voiture. 2 hommes se cachant, attendant de chaque côté d'une route qui voyait peut-être 10 voitures par jour. La berline n'était pas en panne. La berline était un piège. Chaque instinct que j'avais hurlait de bouger. Je n'y ai pas réfléchi consciemment. Mon pied s'est simplement soulevé de la pédale de frein et a écrasé la pédale d'accélérateur en marche arrière. Le Subaru a bondi en arrière avec une secousse qui m'a projeté contre le volant, et j'ai entendu les pneus crisser contre le bitume alors que je tournais brusquement le volant pour garder la voiture sur la route. Dans mon rétroviseur, je n'ai vu que des ténèbres et la faible lueur de mes feux arrière se reflétant sur les arbres. Je n'avais aucune idée de ce qu'il y avait derrière moi, si la route tournait ou s'interrompait ou se rétrécissait davantage. Je conduisais à l'aveugle en marche arrière à une vitesse qui n'avait aucun sens pour ces conditions. Et puis j'ai entendu des voix d'hommes crier, 2 voix fortes et en colère. J'ai jeté un coup d'œil en avant à travers le pare-brise juste à temps pour voir les 2 silhouettes sortir des fourrés et sprinter vers ma voiture. Celle de droite était plus rapide, réduisant déjà la distance avec de grandes enjambées puissantes. Celle de gauche a plongé la main dans sa veste en courant et en a sorti quelque chose.
Quelque chose de sombre et d'anguleux qui a capté la lueur de mes phares pendant une fraction de seconde. Je n'ai pas attendu de voir ce que c'était. J'ai gardé le pied sur l'accélérateur et les yeux rivés sur le rétroviseur, essayant de garder la ligne blanche sur le bord de la route visible alors que je filais en arrière à travers l'obscurité. Le moteur rugissait en protestation contre les hauts régimes, et toute la voiture tremblait alors que je heurtais un nid de poule que je n'avais pas vu venir. Ma tête a été projetée en arrière contre l'appui-tête, et pendant un moment terrifiant, j'ai senti les roues arrière quitter le bitume pour le gravier de l'accotement. J'ai corrigé brusquement, tirant le volant vers la gauche, et le Subaru a dérapé avant de retrouver la route. Derrière moi, ou devant moi maintenant, de leur point de vue, j'entendais encore les hommes crier, leur voix devenant plus faible, mais pas assez. J'ai risqué un autre coup d'œil en avant, et j'ai vu que l'un d'eux s'était arrêté de courir. Il se tenait au milieu de la route, illuminé par mes phares, et il tenait quelque chose devant son visage, un téléphone. Il prenait une photo de ma plaque d'immatriculation. L'autre n'avait pas arrêté. Il arrivait toujours, et il était proche, peut-être à 12 mètres, et se rapprochant rapidement. La route tournait brusquement à droite, à environ 100 mètres derrière. Je m'en souvenais de l'allée. Je me souvenais du panneau d'avertissement jaune avec la flèche. Si je prenais ce virage à cette vitesse en marche arrière, je sortirais tout droit de la route et dans le ravin. J'avais peut-être quelques secondes pour prendre une décision. Je pouvais continuer à reculer et prier pour me souvenir correctement du virage, ou je pouvais essayer de faire demi-tour. Il n'y avait pas de place pour un demi-tour en 3 temps, mais j'avais vu des routiers faire quelque chose une fois sur les routes de montagne. Une sorte de rotation contrôlée où l'on utilise l'élan pour faire tourner la voiture. Je ne l'avais jamais essayé. Je ne savais même pas si mon Subaru en était capable. Mais l'alternative était de conduire à l'aveugle dans un virage que je ne pouvais pas voir avec un homme sprintant vers ma vitre et un autre enregistrant ma plaque pour me retrouver plus tard. J'ai fait mon choix. J'ai brusquement tourné le volant vers la gauche et j'ai écrasé la pédale de frein avec un pied tout en gardant l'autre sur l'accélérateur. La voiture a hurlé. Les pneus ont hurlé contre l'asphalte. Et pendant une seconde horrible et interminable, j'ai senti tout le véhicule pivoter sur son axe comme un manège. Le monde tournait à l'extérieur de mes vitres dans un flou d'arbres noirs et de faisceaux de phare blanc. La voiture s'est immobilisée face à l'avant. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas si c'était de la chance, de la physique ou un instinct profondément enfoui qui m'a fait lâcher le frein au moment précis. Mais soudain, j'étais orienté dans la bonne direction. Mes phares éclairant la route que je venais de parcourir en marche arrière, et mon pied a trouvé la pédale d'accélérateur avant même que mon cerveau ne registre ce qui s'était passé. Le Subaru a bondi en avant avec une accélération qui m'a poussé contre mon siège. Dans mon rétroviseur, j'ai aperçu l'homme qui me poursuivait. Il s'était arrêté au milieu de la route, sa silhouette figée dans la lueur rouge de mes feux arrière, me regardant m'échapper. L'autre, celui avec le téléphone, avait disparu vers la berline. Je n'ai pas ralenti. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai simplement conduit, mes phares rebondissant sur les arbres alors que je poussais la voiture plus vite que je n'aurais dû sur cette route étroite et sinueuse. Ma respiration venait en cours haletement saccadée, et j'ai réalisé que je faisais un son quelque part entre un sanglot et un cri. Ce bruit aigu qui ne semblait même pas humain. Le compteur de vitesse a grimpé au-delà de 80, puis de 90 km/h, sur une route qui ne devait probablement pas être empruntée à plus de 55 km/h. Je n'ai aucun souvenir des kilomètres suivants. Mon corps conduisait tandis que mon esprit essayait de rattraper ce qui venait de se passer. Je me souviens d'avoir serré le volant si fort que mes jointures m'ont fait mal pendant des jours après. Je me souviens du goût du métal dans ma bouche, cette saveur cuivrée que l'on a quand l'adrénaline inonde le système. Je me souviens d'avoir sursauté à chaque ombre, chaque branche qui bougeait dans mes phares, convaincu qu'une autre voiture apparaîtrait à chaque virage pour me couper la route. Mais rien n'est venu. La route est restée vide, et finalement les arbres ont commencé à s'éclaircir, et j'ai vu une lueur à l'horizon qui signifiait la civilisation. Quand j'ai finalement atteint l'autoroute, je me suis garé dans la première station-service. J'ai vu un chevron bien éclairé avec quelques voitures aux pompes et un adolescent en gilet orange ramassant des chariots d'un petit magasin d'alimentation à côté. Je me suis garé de travers sur 2 places, suis sorti en titubant de ma voiture et ai vomi sur le bitume. L'adolescent m'a fixé. Une femme faisant le plein m'a demandé si j'allais bien. Je n'ai pas pu répondre. Je suis simplement resté là, penché en avant avec les mains sur les genoux, tremblant si fort que j'ai cru que j'allais m'effondrer. La femme à la pompe a finalement appelé le 911 pour moi. Elle s'appelait Jolene, et elle est restée avec moi jusqu'à l'arrivée de la police, tenant mon bras et me disant de respirer. Juste respirer. 2 adjoints du shérif du comté sont arrivés en 15 minutes. Et je leur ai tout raconté. La berline, les hommes cachés dans les arbres, celui qui avait photographié ma plaque, l'objet sorti de la veste. Ils ont échangé un regard quand j'ai décrit l'emplacement.
Un regard qui m'a dit que ce n'était pas la première fois qu'ils entendaient quelque chose de ce genre. L'un d'eux, un homme trapu avec une moustache grise nommé l'adjoint Frêle, m'a dit que j'avais eu de la chance. Il a dit qu'il y avait eu 3 incidents similaires sur les routes rurales de cette région au cours des 18 derniers mois. Des voitures bloquant la route, des gens faisant signe aux conducteurs avec de fausses urgences. 2 de ces conducteurs s'étaient arrêtés pour aider. L'un avait été battu, volé et laissé inconscient dans un fossé. L'autre, une femme voyageant seule comme moi, n'avait jamais été retrouvée. Sa voiture avait été découverte 2 semaines plus tard dans un champ à l'extérieur de Redmond, démontée pour ses pièces, son sac à main toujours posé sur le siège passager. Il n'avait jamais attrapé personne. Pas de témoins, pas de caméras, pas de preuves sauf les voitures abandonnées. J'ai déposé une plainte cette nuit-là et l'heure est donnée chaque détail dont je me souvenais. La berline verte, les taches de rouille, les bottes de travail, le sweat à capuche sombre, la façon dont l'un d'eux courait avec de grandes enjambées comme un athlète. L'adjoint Frêle m'a dit qu'ils enverraient une patrouille vérifier la route. Mais quand ils y sont arrivés 1 heure plus tard, la berline avait disparu. Pas de traces de pneus, pas d'empreintes de pas, rien pour prouver que quoi que ce soit s'était produit sauf ma parole et les éraflures sur mon pare-choc arrière là où j'avais heurté quelque chose pendant cette marche arrière désespérée. J'ai changé ma plaque d'immatriculation 2 jours plus tard, au cas où. J'ai installé une caméra de tableau de bord dans ma voiture. J'ai arrêté de prendre des raccourcis à travers les zones rurales, même en plein jour. Pendant des mois après, j'ai vérifié mes rétroviseurs constamment, convaincu que je verrais cette berline verte me suivre, ces 2 silhouettes attendant au bout de mon allée. Ce sentiment s'est estompé maintenant, pour la plupart, mais il ne disparaît jamais complètement. Parfois, quand je conduis au crépuscule et que la route devient un peu trop vide, un peu trop silencieuse, je me souviens de ces bottes derrière le tronc, de cet éclair de métal dans les arbres, et j'appuie un peu plus fort sur la pédale d'accélérateur. Je pense à cette autre femme, celle qui n'a jamais été retrouvée. Et je me demande ce qui l'a poussée à s'arrêter alors que je ne l'ai pas fait. Peut-être était-elle plus courageuse que moi. Peut-être était-elle simplement malchanceuse. Dans les 2 cas, je sais exactement à quel point je suis passé près de disparaître sur cette route, et je porterai cette connaissance avec moi pour le reste de ma vie. 14 heures dans ce qui aurait dû être un trajet de 12 heures, mon GPS a décidé de me rediriger à travers des routes secondaires en Géorgie rurale. C'était un mercredi à la fin septembre 2024, et je conduisais depuis mon appartement à Charlotte pour rendre visite à mon grand frère à Savannah pour son 40e anniversaire. À 26 ans, fraîchement sorti d'une relation sans issue et en train de m'épuiser dans ma 2e année comme assistante juridique dans un petit cabinet, j'ai pensé que ce voyage en solo me viderait la tête. L'autoroute s'était bien passée jusqu'à ce qu'un grave accident près de mon oblige tout le monde à prendre des détours. Et d'une manière ou d'une autre, je me suis retrouvé sur une route à 2 voies traversant des forêts de pins et des terres agricoles que je n'avais jamais vues auparavant. Mon téléphone n'avait plus qu'une barre de réseau. Le soleil se couchait rapidement derrière les arbres. Et je me souviens avoir pensé à quel point il était étrange que je n'ai pas croisé une autre voiture depuis presque 20 minutes. L'isolement aurait dû me déranger davantage qu'il ne l'a fait. Mais j'étais trop fatigué pour m'en soucier, trop concentré sur l'idée d'arriver à destination avant minuit. J'ai senti le volant tirer vers la droite avant d'entendre le son. Ce claquement inconfondable du caoutchouc contre le bitume que chaque conducteur redoute. Mon pneu avant droit avait éclaté, et je me suis garé sur un accotement à peine assez large pour mon Ford Escape. Quand je suis sorti pour évaluer les dégâts, le silence m'a frappé en premier. Pas d'oiseaux, pas de bruit de route lointain, rien que le vent traversant les pins et le tic-tac de mon moteur qui refroidissait. Le pneu était complètement déchiqueté, et j'ai réalisé avec un sentiment de découragement que ma roue de secours était l'un de ces petits modèles temporaires que je n'avais jamais vraiment appris à installer. J'ai sorti mon téléphone pour appeler l'assistance routière via mon assurance, mais le signal clignotait entre une barre et rien. J'étais là, essayant de tenir mon téléphone à différents angles comme si cela pouvait aider, quand j'ai vu des phares apparaître dans le virage derrière moi. Un camion de dépannage avançant lentement, ses lumières jaunes sur le toit coupant à travers le crépuscule grandissant comme s'il m'attendait. Le camion s'est garé derrière ma voiture et un homme en est sorti. Il était grand, peut-être un M90, avec une silhouette filiforme et des bras qui semblaient trop longs pour son corps. Il portait une chemise de travail grise sans patch de non visible, et son visage était buriné d'une manière qui rendait difficile de deviner son âge, entre 40 et 60 ans. Ses cheveux étaient coupés courts, presque à la militaire, et il avait cette façon d'incliner légèrement la tête quand il me regardait, comme un chien essayant de comprendre un bruit étrange. Il a souri, mais c'était le genre de sourire qui n'atteignait jamais les yeux. Et quand il a parlé, sa voix était calme, presque trop calme, comme s'il avait répété ce moment exact. Il m'a demandé si j'avais besoin d'aide, a dit qu'il avait vu mes feux de détresse à 1 kilomètre de là. Je l'ai remercié,
mais lui ai dit que j'appelais mon assurance pour l'assistance routière. Il a hoché la tête lentement, puis a dit quelque chose qui m'a fait dresser les poils sur les bras. Il a dit que tous les garages locaux étaient fermés pour la nuit et que ma meilleure option était de le laisser me remorquer jusqu'à un parking privé à environ 25 km sur la route, où je pourrais attendre en sécurité jusqu'au matin. Je lui ai dit que j'appréciais l'offre, mais que je préférais attendre que mon assurance envoie quelqu'un. Il n'a pas bougé, s'est simplement tenu là avec les mains dans les poches, m'observant avec cette tête inclinée. Le sourire a disparu et il a dit que rester ici n'était pas une bonne idée, que ce tronçon de route devenait dangereux après la tombée de la nuit. Je lui ai demandé ce qu'il entendait par dangereux et il a simplement haussé les épaules et dit qu'il y avait eu des incidents, des gens blessés, des voitures volées. Il s'est approché, assez pour que je puisse sentir l'odeur de fumée de cigarette et autre chose, quelque chose de métallique sur ses vêtements. Il a dit qu'il essayait juste d'aider, que j'étais une jeune femme seule sur une route déserte et que tout le monde n'avait pas de bonnes intentions. La façon dont il a dit, lente et délibérée, semblait moins un avertissement qu'une menace enveloppée de préoccupation. Je lui ai répété que j'allais bien, que de l'aide était en route, même si je n'avais toujours pas réussi à passer un appel. Il m'a fixé pendant un long moment, puis est retourné à son camion et s'est adossé à la portière du conducteur, les bras croisés, regardant. Je suis remonté dans ma voiture et ai verrouillé les portes. Mon cœur battait si fort que je pouvais le sentir dans ma gorge. Et je continuais à jeter des coups d'œil dans mon rétroviseur, où je pouvais voir sa silhouette contre le ciel qui s'assombrissait. J'ai réessayé mon téléphone et cette fois, il a capté le réseau juste assez longtemps pour joindre mon frère. L'appel était très mauvais, mais j'ai réussi à lui dire où je pensais être. Quelque part près de la route 221, près d'une ville appelée Peton ou le comté de Peton. Je n'étais pas sûr. Il a dit qu'il appellerait le shérif et enverrait de l'aide. M'a dit de rester dans la voiture avec les portes verrouillées. Puis l'appel a coupé. Ces quelques secondes de connexion m'ont semblé une bouée de sauvetage jetée à travers un océan sombre. Je suis resté là, serrant mon téléphone, regardant la batterie descendre à 37% et essayant de calmer ma respiration. Le conducteur du camion de dépannage n'avait pas bougé. Il se tenait simplement là, une forme sombre contre son camion, et je pouvais sentir ses yeux sur moi-même à travers l'obscurité grandissante. Des minutes ont passé, peut-être 10, peut-être 20, et il n'est pas parti. Puis il a commencé à marcher vers ma voiture à nouveau. Cette fois, sa posture était différente, moins décontractée, plus déterminée, comme s'il avait pris une sorte de décision. Il a frappé à ma vitre, et je l'ai entr'ouverte d'environ 2 cm, juste assez pour l'entendre. Sa voix avait aussi changé, avait perdu cette fausse amabilité d'avant. Il a dit que je faisais une erreur, que mon téléphone ne fonctionnerait pas ici, que personne ne venait pour moi. Il a dit qu'il faisait cela depuis longtemps et qu'il savait comment ces situations se terminaient. Je lui ai demandé exactement ce qu'il faisait depuis longtemps et il a fait une pause, comme s'il réalisait qu'il en avait trop dit. Il s'est repris rapidement. A dit qu'il parlait de remorquage, d'aider les conducteurs en détresse, mais il y avait une lueur dans son expression qui m'a dit qu'il mentait. Je lui ai dit de me laisser tranquille ou j'appellerai la police. Il a ri de cela, un son sec sans humour, et a dit « Vas-y, essaie ». Il a pointé du doigt que mon téléphone n'avait pas de réseau, que j'étais à des kilomètres de tout, et que le poste de police le plus proche était dans le comté de Crawford, à 40 minutes de route, même s'il partait tout de suite. Il connaissait trop bien la région, récitait ses détails trop facilement, et cela m'a terrifié plus que tout ce qu'il avait dit auparavant. J'ai décidé de faire quelque chose qui semblait insensé, mais qui me semblait aussi être ma seule option. J'ai remonté ma vitre, mis ma voiture en marche et commencé à avancer sur le pneu déchiqueté. Le son était horrible. Le métal grattant contre l'asphalte, les jantes étincelant dans mon rétroviseur. Mais je m'en moquais. Je préférais détruire ma voiture que rester là avec lui. Il s'est tenu sur la route une seconde et j'ai cru qu'il allait essayer de me bloquer, mais puis il a couru vers son camion. Dans mon rétroviseur, je l'ai vu monter et me suivre, gardant une distance régulière d'environ 15 mètres. Il n'a pas essayé de me doubler ou de me pousser hors de la route, il m'a simplement suivi, ses phares remplissant ma voiture d'une lumière blanche et dure. J'ai conduit comme cela pendant ce qui m'a semblé une éternité, mais qui n'a probablement duré que 3 ou 4 kilomètres. Ma jante projetant des étincelles, mon volant vibrant si fort que mes bras me faisaient mal. Je continuais à chercher un signe de civilisation. Une maison, une station-service, une autre voiture, mais il n'y avait rien. Juste des arbres et des ténèbres, et ce camion de dépannage derrière moi comme un prédateur traquant une proie blessée. Puis j'ai vu des lumières devant moi. Pas des phares, mais le flash bleu et rouge d'une voiture de police. Je n'ai jamais ressenti un tel soulagement de toute ma vie. Cette vague d'émotions si forte que des larmes ont commencé à couler sur mon visage avant même que je réalise que je pleurais. Un adjoint du shérif du comté de Crawford avait été dépêché après l'appel de mon frère,
et il avait roulé de long en large sur la route 221 en essayant de me trouver. Je me suis garé et suis pratiquement tombé de ma voiture, agitant les bras, et l'adjoint est sorti avec la main sur son étui. Derrière moi, le camion de dépannage s'était arrêté à environ 100 mètres. Pendant un moment, il est simplement resté là, moteur tournant, et j'ai pointé du doigt en essayant d'expliquer, haletante, que le conducteur m'avait suivi, m'avait fait pression, avait refusé de partir. L'adjoint a braqué sa lampe torche vers le camion, et j'ai vu quelque chose que je n'oublierai jamais. Le conducteur faisant un lent et délibéré demi-tour et s'éloignant. Pas de précipitation, pas de panique, juste calme et méthodique, comme si ce n'était pas la première fois qu'on l'interrompait. L'adjoint, un type nommé Weston avec un fort accent de Géorgie et des yeux gentils, m'a assise dans sa voiture de patrouille et m'a laissé reprendre mon souffle. Il m'a tendu une bouteille d'eau et m'a demandé de décrire tout ce qui s'était passé, ce que j'ai fait, en butant sur mes mots, mais en disant les parties importantes. Quand j'ai mentionné le nom sur le côté du camion de dépannage, je l'avais remarqué plus tôt, mais mon cerveau, paniqué, ne l'avait pas enregistré. Il a froncé les sourcils et m'a demandé de répéter. Je lui ai dit que c'était quelque chose comme Reliable Roadside ou Reliable Recovery, mais maintenant que j'y pensais, les lettres semblaient mal alignées, inégales, comme si elles avaient été appliquées récemment et peut-être pas professionnellement. Weston a tapé quelque chose sur son ordinateur, a attendu, puis m'a regardé avec une expression qui m'a noué l'estomac. Il a dit qu'il n'y avait aucune entreprise de remorquage enregistrée sous ce nom dans le comté de Crawford ou dans les comtés environnants. Il m'a demandé si j'avais remarqué la plaque d'immatriculation du camion, et j'étais presque sûr qu'elle commençait par les lettres BKV. Il l'a tapé aussi, et après une longue pause, il m'a dit que la plaque ne correspondait à aucun camion de dépannage enregistré dans la base de données de l'État. Weston a appelé des renforts et est resté avec moi pendant que nous attendions. Un autre adjoint est arrivé environ 20 minutes plus tard, et ils ont arrangé pour qu'un vrai camion de dépannage vienne chercher ma voiture depuis une entreprise de la ville voisine. Pendant que nous attendions, Weston m'a dit des choses qui m'ont tenu éveillé pendant des semaines par la suite. Il a dit que ce tronçon de la route 221 avait été signalé en interne pour des activités inhabituelles au cours des 18 derniers mois. Des voitures signalées volées après des pannes. Quelques conducteurs qui avaient disparu pendant des heures avant de réapparaître désorientés et incapables d'expliquer où ils étaient allés. Une femme avait fait remorquer sa voiture vers ce qu'on lui avait dit être un atelier de réparation. Mais quand la police a enquêté, l'adresse n'existait pas. Ils ont retrouvé son véhicule 3 semaines plus tard, démonté pour ses pièces dans une grange à environ 100 km de là. Aucune arrestation n'avait été faite car personne ne pouvait identifier les personnes impliquées. Les descriptions étaient toujours vagues. Taille moyenne, corpulence moyenne, visage oubliable. Mais l'homme que j'avais rencontré n'était pas oubliable du tout. Et quand je l'ai décrit en détail, Weston a noté chaque mot comme si cela pouvait vraiment les aider à attraper celui qui faisait cela. Mon frère est venu de Savannah pour me rejoindre au poste de police du comté de Crawford, et je ne l'ai jamais serré aussi fort dans ma vie. Il m'a regardé une fois, mascara coulant sur mon visage, tremblant toujours, serrant un gobelet en polystyrène de café froid, et n'a rien dit, m'a simplement enveloppé dans ses bras et m'a laissé m'effondrer. Les adjoints ont pris une déclaration formelle, m'ont montré des photographies de suspects connus de vol de véhicules dans la région, mais aucun ne correspondait à l'homme que j'avais vu. Ils m'ont dit qu'ils me contacteraient si quelque chose se développait, m'ont donné un numéro de dossier et une carte de défenseur des victimes, et m'ont laissé partir. Mon frère nous a conduits tous les deux à Savannah cette nuit-là dans son camion, pendant que mon Ford détruit était dans un parking en attendant d'être évalué. Je n'ai pas dormi du tout. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais les phares de ce camion de dépannage dans mon rétroviseur, constant et patient. Et j'entendais sa voix me disant que personne ne venait. Je continuais à penser à ce qui serait arrivé si mon frère n'avait pas répondu à son téléphone. Si l'adjoint était arrivé 5 minutes plus tard. Si j'avais fait l'erreur de faire confiance à cet homme et l'avais laissé remorquer ma voiture vers n'importe quel parking privé qu'il avait en tête. 2 mois se sont écoulés depuis cette nuit et je n'ai toujours pas de réponse. Le bureau du shérif m'a contacté une fois environ 3 semaines plus tard pour me dire qu'ils avaient identifié le camion de dépannage. Il avait été signalé volé à une entreprise légitime d'Augusta presque 1 an plus tôt. Repeint et équipé de panneaux magnétiques pour changer son apparence. Les plaques étaient volées aussi, provenant d'un pick-up à Valdosta. Ils n'ont jamais trouvé le conducteur. Ils ne l'ont jamais identifié à partir de ma description, ou s'ils l'ont fait, ils ne me l'ont jamais dit. J'ai échangé ce qu'il restait de mon Ford contre quelque chose de neuf, avec une meilleure couverture d'assistance routière. Et j'ai téléchargé 3 applications d'urgence différentes qui peuvent envoyer ma localisation même sans signal de téléphone. Je ne conduis plus seul la nuit. Pas sur les autoroutes et définitivement pas sur les routes secondaires. Parfois, je me demande s'il est toujours là-bas, roulant sur ces tronçons vides de la route 221, attendant qu'un autre pneu éclate ou qu'un moteur cale. Et parfois,
Tard le soir, quand je ne peux pas dormir, je pense à ces autres conducteurs dont Weston a parlé. Ceux qui ont disparu pendant des heures et sont revenus désorientés, incapables de se souvenir de ce qui s'était passé. J'ai eu de la chance. Je le sais maintenant. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser à ceux qui n'ont pas eu cette chance. Et à ce que cet homme avait exactement prévu pour moi si j'avais fait l'erreur de dire oui. Un long trajet avec mon ami Marc semblait être la rupture nette dont j'avais besoin cette année-là. Je venais de quitter un travail qui m'avait vidé jusqu'à la moelle, et il déménageait à travers le pays pour un nouveau poste. Alors j'ai proposé de l'accompagner et de l'aider avec le déménagement. Quand nous avons atteint cette aire de repos rural, le genre d'endroit qui semblait oublié par la plupart des cartes, nos conversations s'étaient amincies en divagations fatiguées. L'air extérieur portait une étrange immobilité, comme si tout retenait son souffle. Un seul SUV était garé quelques places plus loin, moteur ronronnant doucement. À l'intérieur, un homme était penché vers la femme sur le siège passager, parlant bas, sa mâchoire bougeant avec une précision tranchante qui semblait confrontationnelle même à distance. La femme ne réagissait pas du tout. Elle fixait droit devant elle, les yeux écarquillés, avec une raideur qui la faisait paraître sculptée dans la cire. Marc a marmonné quelque chose à propos de devoir pisser avant de s'endormir. Alors nous nous sommes dirigés vers le bâtiment. Les lumières des toilettes clignotaient avec cette teinte jaune maladive qui révèle chaque fissure dans les carrelages. Je me souviens d'avoir lavé mes mains et d'avoir ressenti cette étrange pression dans ma poitrine. Une sensation que quelque chose se passait dehors pendant que nous ne regardions pas. Quand nous sommes sortis, la nuit semblait légèrement différente, comme si elle avait changé de quelques degrés. Le SUV n'était plus où nous l'avions laissé. Il avait roulé vers l'avant et s'était positionné en travers de la voie de sortie, comme s'il nous attendait. La femme à l'intérieur avait tourné la tête vers nous maintenant, et l'expression sur son visage ne correspondait plus à l'immobilité d'avant. Elle avait cette qualité figée et terrifiée, comme si elle voulait crier mais ne pouvait pas faire un son. Alors que nous approchions de ma voiture, l'homme dans le SUV ne nous a même pas jeté un regard. Il parlait au téléphone en haut-parleur, sa voix soudainement décontractée, presque enjouée. Les mots ne correspondaient pas au moment. Oui, on gardera les choses tranquilles. Personne n'a besoin de savoir quoi que ce soit pour l'instant. Son ton avait cette confiance dérangeante que certaines personnes obtiennent quand elles croient avoir un contrôle total sur une situation. Marc m'a lancé un regard, le genre où l'inquiétude remplit les blancs sans que nous ayons besoin de dire quoi que ce soit. Les yeux de la femme nous suivaient, et je jure qu'il y avait une lueur suppliante là, quelque chose de désespéré essayant de tendre la main au-delà de la vitre. J'ai senti ma gorge se serrer parce que je ne savais pas si je devais t'aider, fuir ou faire semblant que rien ne se passait. Nous sommes partis rapidement, roulant en silence pendant une bonne demi-heure avant que l'un de nous ne puisse rassembler des mots. Le plan était de tenir jusqu'à l'aube, mais aucun de nous n'avait l'énergie. Alors nous nous sommes arrêtés dans un motel au bord de la route qui avait l'air usé mais ouvert. Le genre avec une enseigne « Vacances » bourdonnante et un parking éclairé par des projecteurs fatigués. Pendant que Marc s'occupait de l'enregistrement, j'ai jeté un coup d'œil autour du parking, essayant de chasser la tension persistante de l'air de repos. Pendant un moment, cela a fonctionné, jusqu'à ce qu'une forme familière roule silencieusement sur la route et dans le parking. Le même SUV, phares éteints, assez lentement pour qu'il semble à peine bouger. Ma poitrine s'est resserrée à nouveau, et chaque instinct hurlait que ce n'était pas une coïncidence. Le véhicule s'est installé près du coin éloigné comme s'il essayait de ne pas attirer l'attention, bien que l'obscurité qui l'entourait rende l'intention évidente. Quelque chose nous suivait, et nous ne comprenions toujours pas pourquoi. Nous sommes arrivés dans notre chambre et avons verrouillé la porte immédiatement, tous deux faisant semblant de ne pas être aussi ébranlés que nous l'étions. L'endroit avait cette disposition typique des motels de bord de route, deux chambres minces partageant un mur si fin que l'on pouvait probablement le percer d'un coup de poing si l'on était assez en colère. Marc a essayé de faire semblant que tout allait bien, zappant les chaînes comme si le bruit seul pouvait nous ancrer à nouveau dans la normalité. Je me souviens d'être resté près de la fenêtre, fixant le parking à travers la fente du rideau. Le SUV était toujours là, moteur éteint, aucun mouvement à l'intérieur, juste une silhouette sombre attendant dans le coin comme si elle appartenait aux ombres. Je continuais à penser au visage de la femme de tout à l'heure. La façon dont ses yeux s'étaient verrouillés sur les miens, grands et silencieux, suppliant sans voix. Cette image s'est accrochée à moi plus que tout ce que l'homme avait dit. À un moment après minuit, les coups ont commencé, doux au début, si silencieux que j'ai cru que c'était juste le bâtiment qui s'installait ou peut-être un arbre qui frottait contre le revêtement. Mais cela a recommencé. 3 coups légers, espacés régulièrement, presque intentionnels. Marc a immédiatement coupé le son de la télévision. Nous avons tous les deux fixé le mur entre notre chambre et la suivante, celui qui semblait trop fin pour être une barrière contre quoi que ce soit de sérieux. Les coups se sont répétés un peu plus fermement,
comme si quelqu'un testait la quantité de pression qu'il pouvait exercer avant d'attirer l'attention. J'ai chuchoté le nom de Marc, mais il n'a pas répondu. Il s'est simplement approché du mur avec cette marche prudente et lente, comme s'il s'attendait à ce qu'il bouge ou se fissure. Puis est venu un son qui ne correspondait pas du tout à des coups. Un frottement étouffé, quelque chose traînant doucement sur le sol moquetté juste de l'autre côté. Nous n'avions pas envie d'appeler la réception au début. Cela semblait dramatique, comme si nous surréagissions après une longue journée et trop peu de sommeil. Mais un nouveau son a coupé court à tout doute. Une expiration basse et tendue, le genre que quelqu'un fait quand il se force à rester silencieux. Cela a suffi à faire que Marc attrape son téléphone. Pendant qu'il composait le numéro, je suis resté en retrait du mur, ressentant cette étrange sensation que quelqu'un miroitait mes mouvements à quelques centimètres de là. La réception a dit qu'elle enverrait une patrouille. Et pendant que Marc expliquait la situation, j'ai continué à regarder la fenêtre, m'attendant à moitié à voir le SUV se garer juste devant notre porte. Au lieu de cela, le parking est resté immobile, étrangement immobile, comme si tout le monde s'était arrêté pendant que quelque chose dans la chambre voisine essayait de ne pas être entendu. 10 minutes plus tard, quelqu'un a frappé à notre porte, mais ce n'était pas la police. C'était plus doux, plus lent, le même rythme que les coups précédents. Marc et moi n'avons pas bougé. Nous nous sommes simplement regardés, coincés dans ce moment où l'on a même peur de respirer trop fort. La personne dehors n'a pas frappé à nouveau. Au lieu de cela, des pas se sont éloignés dans le couloir et se sont arrêtés quelque part près de l'extrémité du bâtiment. Nous avons entendu une porte s'ouvrir, juste un petit grincement. Puis tout est redevenu silencieux. Quelques minutes plus tard, la voiture de patrouille est enfin arrivée, ses lumières clignotant faiblement contre nos rideaux. Un soulagement m'a submergé, mais seulement pour une seconde, car j'ai soudainement réalisé que je ne savais pas du tout qui ou quoi les officiers allaient trouver de l'autre côté de ce mur. Les officiers ont frappé à la porte de la chambre voisine, sonnant. Pas de réponse. Ils ont frappé à nouveau, plus fort cette fois, et toute l'ambiance de la nuit a changé. On pouvait le sentir dans l'air, la tension, l'attente. Un officier a essayé la poignée et la porte s'est ouverte sans résistance. Marc et moi nous sommes approchés, regardant depuis notre embrasure de porte, même si nous savions que nous ne devrions pas. La chambre était vide, complètement vide. Lit intact, lumières éteintes, pas de bagages, aucun signe que quelqu'un s'y soit installé. Ce qui m'a frappé, ce n'était pas le vide. C'était l'odeur persistante d'un parfum bon marché mélangé à quelque chose de métallique, d'âcre, comme si quelqu'un était parti en hâte. Les officiers ont échangé un regard rapide, le genre qui dit « Nous ne classons pas cela comme rien ». Ils ont fait un balayage du couloir, vérifiant les portes et les coins, mais ceux ou qui que ce soit avaient disparu sans laisser de traces. Quand ils sont venus nous parler, le réceptionniste est apparu aussi, un homme plus âgé avec une habitude nerveuse de frotter son pouce sur le côté de sa paume. Il a écouté alors que nous décrivions le SUV, les coups, tout. Le moment où Marc a décrit l'homme à l'air de repos parlant au téléphone en haut-parleur, toute la posture du réceptionniste s'est raidie. Il a baissé la voix et a dit quelque chose qui a fait se dresser chaque poil de mon corps. Si c'est le même homme que je pense. Il est resté ici avant. Jamais sous le même nom. Toujours sans registre tard. Toujours avec une femme, et elle ne parle jamais. Pas une fois. Ses yeux se sont déplacés vers les officiers, comme s'il regrettait d'avoir dit cela à voix haute. Les officiers ne l'ont pas ignoré. Ils ont tout noté, y compris la description du SUV, bien qu'une partie de moi pouvait dire qu'ils sentaient déjà à quel point cette situation pourrait être glissante. Finalement, la voiture de patrouille est partie pour scanner les routes à proximité, et le réceptionniste a insisté pour que nous déménagions dans une chambre près de la réception pour le reste de la nuit. Il nous a remis une nouvelle carte clé avec cette lenteur et cette prudence délibérée, comme s'il avait peur que l'homme apparaisse derrière nous à tout moment. Marc a attrapé nos sacs et nous avons suivi le réceptionniste dans le couloir, jetant un coup d'œil par-dessus la rambarde vers le parking toutes les quelques secondes. Le SUV avait disparu. Pas de ronronnement de moteur, pas de lumière, pas de silhouette rôdant dans le coin sombre où il se trouvait plus tôt. L'espace où il était garé semblait faux d'une manière que je ne peux pas expliquer, comme si l'asphalte lui-même était soulagé de s'en être débarrassé. Nous avons essayé de dormir, mais chaque bruit, les tuyaux qui claquaient, les voitures passant sur l'autoroute, le bruit sourd de quelqu'un fermant sa porte, nous ramenait à la terreur de cette nuit. Je continuais à imaginer cette femme, la façon dont elle m'avait regardé, comme si elle avait une dernière chance d'atteindre quelqu'un avant de disparaître pour de bon. Au matin, l'officier n'avait toujours pas localisé le SUV ou quoi que ce soit correspondant aux rencontres passées du réceptionniste. Nous avons quitté les lieux rapidement, remerciant le réceptionniste, qui a simplement hoché la tête comme si ce genre de choses le hantait plus souvent qu'il ne voulait l'admettre. Alors que nous partions, la lumière du soleil a coupé à travers le brouillard persistant, rendant tout inoffensif à nouveau.
Mais je ne pouvais pas chasser l'image de mon esprit. Cette femme sur le siège passager, les yeux verrouillés sur les miens, suppliant silencieusement pour quelque chose que je ne pouvais pas lui donner. Marc et moi avons à peine parlé pendant les heures suivantes. Et quand nous l'avons finalement fait, aucun de nous n'a essayé de donner un sens à ce qui s'était passé. Peu importe ce dans quoi cet homme était impliqué, qui que soit cette femme, ils ont disparu aussi vite qu'ils étaient apparus. La seule résolution concrète que nous ayons jamais eue était de savoir que nous avions quitté ce motel vivant. Et que parfois, les choses les plus effrayantes ne sont pas surnaturelles du tout. Ce sont juste des gens se déplaçant silencieusement à travers les failles du monde, espérant que personne ne les remarque.